Parfois, les meilleures choses de la vie arrivent quand on cesse d'attendre la permission et qu'on prend simplement ce qui nous revient de droit. Monique Dupont apprit cette leçon à 63 ans, lorsqu'elle paya un euro symbolique pour un ancien comptoir commercial dont personne ne voulait. Le bâtiment, abandonné depuis les années 1800, n'était plus qu'un squelette de bois brisé et d'ombre stagnante. Tout le monde, dans le petit village de Beaumont-sur-Loire, la traita de folle. Mais Monique vivait seule dans les montagnes du Massif central depuis 40 ans, et elle connaissait intimement ces lieux qui semblent retenir leur souffle, chargés de secrets et de silence. Sous les lattes usées du plancher, elle découvrit un escalier dissimulé qui plongeait dans des ténèbres épaisses et froides. Au bas des marches se trouvait une porte verrouillée, sans serrure visible, une porte ancienne et massive qui semblait attendre depuis une éternité. Derrière cette porte, quelque chose était enseveli depuis plus d'un siècle, une histoire que le temps avait tenté d'effacer. Quel secret était caché dans ces profondeurs? Et pourquoi quelqu'un, encore aujourd'hui, tenait-il tant à ce qu'il reste enfoui? Le Massif central était le refuge de Monique Dupont depuis 40 ans, et durant tout ce temps, pas une seule fois elle n'avait regretté son choix de laisser le monde derrière elle. Son chalet de montagne, modeste mais solide, était niché au bout d'un chemin de terre caouteux qui grimpait sur près de 5 km depuis le fond de la vallée. Il était perché sur un affleurement rocheux, là où les pins sylvestres poussaient drus et où l'air, même au cœur de l'été, conservait une odeur de neige et de résine. Elle en avait construit la plus grande partie elle-même, rondin par rondin, clou par clou, à une époque où ses mains étaient plus sûres et où son dos ne se plaignait pas de chaque effort. La jupe rouge l'accompagnait depuis presque aussi longtemps que le chalet. Éclatante comme le plumage d'un cardinal sur le fond gris-vert du paysage montagneux, c'était la seule touche de couleur vive qu'elle refusait d'abandonner. Sa défunte mère avait toujours porté du rouge, affirmant que c'était la couleur des femmes qui ne s'excusent pas de prendre leur place dans le monde. Monique avait pris cette leçon à cœur. Même maintenant, à 63 ans, avec des mèches d'argent striant ses cheveux sombres et un fin réseau de rides cartographiant les années autour de ses yeux, elle portait cette jupe rouge comme une armure. La plupart de ses journées suivaient un rythme familier et réconfortant. Elle se levait avec le soleil, préparait son café sur le poêle à bois, puis parcourait le périmètre de sa propriété, vérifiant les dégâts que les cerfs auraient pu causer aux jeunes trembles qu'elle soignait avec patience. Elle entretenait un potager qui produisait bien plus que ce dont elle avait besoin, et elle mettait en conserve ce qu'elle ne pouvait consommer frais. 2 fois par mois, elle descendait à Beaumont-sur-Loire pour se ravitailler, et c'était à peu près tout le contact humain dont elle ressentait le besoin. Beaumont-sur-Loire n'était pas vraiment une ville, à peine 300 âmes si l'on comptait l'argent incluant les fermes disséminées dans toutes les directions. Le village s'articulait autour d'une unique rue principale bordée par une épicerie générale, un bureau de poste qui faisait aussi office de station-service, un petit bistrot qui servait le petit déjeuner toute la journée, et une bibliothèque municipale installée dans ce qui avait dû être le salon d'une maison bourgeoise. Les habitants étaient polis avec Monique, mais il y avait toujours une distance, un espace prudent qu'ils maintenaient autour de cette femme venue d'ailleurs et qui avait choisi de vivre à l'écart. Personne ne se souvenait plus vraiment pourquoi elle était venue. C'était en 1985, et elle était arrivée dans une vieille camionnette chargée de tout ce qu'elle possédait. Elle avait acheté le terrain en espèces, rempli les formalités administratives et avait disparu dans la montagne. Au fil des ans, les rumeurs avaient comblé les vides, un mariage désastreux, une tragédie familiale, un crime qu'elle aurait fui. La vérité était plus simple et plus triste que toutes leurs histoires, mais Monique n'avait jamais ressenti le besoin de les corriger. Qu'il s'interroge. Elle avait appris très tôt que le silence était souvent la meilleure des défenses. L'épicerie générale était tenue par un homme nommé Philippe Martin, qu'il avait hérité de son père et la transmettrait probablement à sa fille le moment venu. Il était amical de cette manière distante propre aux montagnards, toujours prêt à un hochement de tête et un commentaire sur la météo, sans jamais forcer la conversation. L'employée de la poste, une femme mince nommée Nathalie Dubois, avait une curiosité plus acérée, mais elle avait appris au fil des décennies que Monique ne la nourrirait pas. Il n'y avait qu'une seule personne à Beaumont-sur-Loire qui avait montré un intérêt plus authentique, et c'était Marie Moreau, la bibliothécaire. Marie avait 76 ans, l'esprit aussi vif qu'un éclat de verre, et possédait le genre de mémoire qui la rendait redoutable lors des réunions du conseil municipal. Elle avait été bienveillante envers Monique dès le début, ne posant jamais de questions indiscrètes, mais toujours disponible si l'envie de converser se présentait. Au fil des années, elles avaient développé une amitié discrète, bâtie sur des recommandations de livres et le partage occasionnel d'une théière de thé fumant. C'est Marie qui avait mentionné pour la première fois l'ancien comptoir commercial. Elles étaient assises dans la bibliothèque un mardi après-midi de fin septembre,
le genre de journée où les trembles dorent les flancs des montagnes et où l'air porte la première vraie morsure de l'automne. Monique était descendue pour ses provisions et s'était arrêtée pour rendre un livre sur les pionnières de la région. « Ils vendent enfin la vieille bâtisse Morand », avait dit Marie, levant les yeux de la pile de retours qu'elle enregistrait. Vous imaginez? Rester vide toutes ces années, et voilà que quelqu'un au département a décidé qu'il était temps de la vendre aux enchères. Monique avait jeté un coup d'œil par la fenêtre vers l'extrémité du village, où le vieux bâtiment se dressait, à peine visible à travers les pins. Elle l'avait déjà remarqué. Difficile de le manquer, en réalité, même dans son délabrement avancé. C'était une structure massive en rondin, sur 2 étages, avec un porche couvert qui s'affaissait dangereusement et des fenêtres dont la plupart des carreaux étaient brisés ou manquants. Ça a l'air de valoir plus de problèmes que d'argent, avait commenté Monique. Oh, c'est certain, avait convenu Marie. Personne ne veut y toucher. Une mauvaise histoire, disent les gens. Les Morand l'ont construit en 1847, l'ont exploité comme comptoir commercial pendant quelques années, puis l'ont tout simplement abandonné. Ils ont tout laissé à l'intérieur, paraît-il. La famille est partie vers l'est et n'est jamais revenue. Quel genre de mauvaise histoire? Marie avait haussé les épaules, mais il y avait quelque chose de prudent dans son geste. Le genre dont plus personne ne parle. Probablement une vieille histoire de justice de l'époque, ou plutôt d'injustice. Ce village a beaucoup d'histoires enterrées plus profondément que des tombes. Ce commentaire était resté avec Monique. Elle était passée en voiture devant le comptoir en quittant le village ce jour-là, ralentissant pour mieux l'observer. Le bâtiment se trouvait sur un terrain adossé à une parcelle de forêt de pins originelle, sombre et dense même en plein jour. Il y avait quelque chose dans cet endroit qui semblait contenu, comme s'il attendait quelque chose depuis une éternité. 3 semaines plus tard, Monique assista à la vente aux enchères. Elle se tint sur les marches du palais de justice départemental, une formalité plus qu'autre chose, car personne ne s'attendait à des enchérisseurs. Le commissaire-priseur, un homme à l'air las du bureau du cadastre, avait égrené les détails. La superficie du terrain, l'état de la structure, vendue en l'état sans aucune garantie. La mise à prix est d'1 €, annonça-t-il. Monique leva la main. Le commissaire-priseur cligna des yeux, surpris. Une fois, 2 fois, il marqua une pause, espérant clairement que quelqu'un d'autre se manifesterait, mais la poignée d'habitants qui observaient la scène se contentait de la fixer. Adjugé à l'enchérisseur numéro 7 pour 1 €. La paperasse ne prit que 15 minutes. Monique paya en espèces de la poche de son manteau, accepta l'acte de propriété et retourna à sa camionnette, consciente des regards qui la suivaient. Qu'il la regarde. Elle avait payé son euro, et l'endroit était à elle. Philippe Martin l'arrêta sur le parking. « Vous êtes sûre de vous, Monique? Ce bâtiment est prêt à s'effondrer. Ça pourrait être dangereux. » « Je me débrouillerai, » avait-elle dit. C'est juste que les gens disent qu'il y a une raison pour laquelle il est resté vide si longtemps. Vous pourriez y trouver plus de problèmes que vous ne le pensez. J'ai vécu seul dans la montagne pendant 40 ans, Philippe. Je pense que je peux m'occuper d'un vieux bâtiment. Il avait hoché la tête lentement, reconnaissant une cause perdue quand il en voyait une. Très bien, alors. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. C'était gentil de sa part, et elle le lui avait dit. Mais la gentillesse et l'ingérence étaient 2 choses différentes, et Monique avait appris cette différence très jeune. La première fois qu'elle entra dans l'ancien comptoir commercial, elle y alla préparée. Bottes robustes, gants de travail, une bonne lampe de poche et un pied de biche au cas où des portes auraient besoin d'être persuadées. L'entrée principale était barricadée par des planches déformées qui cédèrent assez facilement, et elle se retrouva alors dans ce qui avait été la salle de commerce principale. La poussière recouvrait tout d'une couche épaisse comme de la neige. L'air sentait la pourriture, les excréments de souris et le temps lui-même. Des étagères brisées tapissaient les murs, et le sol était jonché de débris, de verre éclaté, de morceaux de métal rouillés, de fragments de plâtre tombés du plafond. Mais sous toute cette décomposition, l'ossature du bâtiment était solide. Les rondins étaient massifs, taillés à la main dans du pin séculaire, et la construction était de celles qui savaient devoir durer à travers des hivers rudes et des années encore plus dures. Elle passa ce premier après-midi à simplement déambuler, à s'imprégner de l'atmosphère du lieu. Le rez-de-chaussée comprenait la pièce principale, une zone de stockage plus petite à l'arrière, et un escalier étroit menant à ce qui devaient être les quartiers d'habitation. Le 2e étage comportait 2 pièces, toutes 2 en meilleur état qu'elle ne l'avait prévu,
avec des planchers intacts et des fenêtres qui pouvaient être réparées. C'est dans la zone de stockage arrière qu'elle le sentit pour la première fois, une différence dans l'air, une fraîcheur qui ne correspondait pas au reste de l'espace. Elle resta immobile, écoutant, mais il n'y avait rien à entendre, sinon le craquement du vieux bois et le bruit furtif des souris dans les murs. Les planches du sol dans ce coin arrière semblaient différentes, plus récentes peut-être, ou réparées à un moment donné. Elle s'agenouilla, passant ses mains gantées sur le bois, et sentit le léger fléchissement de planches qui n'étaient pas tout à fait fixées. C'est à ce moment-là qu'elle sut que cet endroit avait quelque chose à lui dire. Monique rentra chez elle ce soir-là avec la satisfaction d'une personne qui a trouvé un but. Le chalet dans la montagne était le sien, et elle l'aimait, mais 40 ans de solitude pouvaient rendre une vie minuscule. L'ancien comptoir commercial était autre chose, un projet, un mystère, une raison de descendre de la montagne plus souvent. Elle ne s'attendait pas à ce que cela change tout. La deuxième fois qu'elle visita le comptoir, elle apporta des outils, un pied de biche, un marteau, un bon couteau et une lampe frontale au cas où les piles de la lampe de poche lâcheraient. Les planches mobiles avaient occupé ses pensées pendant 3 jours d'affilée, et elle avait appris depuis longtemps que la seule façon de calmer ce genre de curiosité était de la suivre jusqu'au bout. La matinée était froide, du genre qui promet de la neige avant la tombée de la nuit. Elle gara sa camionnette derrière le bâtiment où elle ne pouvait être vue de la route. Non pas qu'elle se cachait, exactement, mais il était inutile de faire de la publicité sur sa présence. Les petits villages prospèrent sur les ragots, et elle préférait travailler sans public. À l'intérieur, le comptoir commercial semblait différent dans la lumière grise du matin. Moins oublié, peut-être. Ou peut-être n'était-ce que sa propre imagination, plaçant des fantômes là où il n'y avait que des ombres. Elle se dirigea vers la zone de stockage arrière et s'agenouilla près des planches mobiles. Elles se soulevèrent plus facilement que prévu, révélant un espace en dessous qui n'aurait pas dû exister, pas dans un bâtiment de cet âge et de cette construction. Elle projeta le faisceau de sa lampe de poche dans l'ouverture et vit des escaliers, des marches en pierre brute descendant dans l'obscurité. Son cœur frappa fort contre ses côtes. Ce n'était pas une cave à légumes ou une fosse de stockage. C'était quelque chose de délibéré, quelque chose de caché. Elle testa la première marche avec son poids, solide, la deuxième de même. L'air qui montait d'en bas était froid et vicié, intact depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait l'imaginer. Elle descendit lentement, comptant 13 marches avant que ses bottes ne touchent la terre battue. Le passage était étroit, peut-être 1 mètre de large, avec des murs en pierre qui luisaient d'humidité. Le faisceau de sa lampe frontale le révéla, s'étendant sur environ 5 mètres avant de se terminer par une porte. La porte était en chêne cerclée de fer, aussi vieille que le bâtiment lui-même, peut-être plus, et elle était verrouillée non pas avec une serrure à clé, mais avec un lourd système de verrous en fer qui semblait avoir été conçu pour garder quelque chose à l'intérieur, et non pour empêcher quelqu'un d'entrer. Monique tenta d'actionner le verrou, mais il ne bougea pas. La rouille l'avait saisi solidement, ou peut-être avait-il été délibérément coincé. Elle essaya le pied de biche, travaillant avec précaution, mais le mécanisme tenait bon. Elle resta là, dans l'obscurité froide, pendant un long moment, à fixer cette porte. Derrière elle se trouvait une pièce qui n'avait pas vu la lumière depuis plus d'1 siècle. Derrière elle se trouvait la raison pour laquelle cet endroit avait été abandonné et laissé à la pourriture. Derrière elle se trouvait la réponse à une question qu'elle ne savait même pas qu'elle se posait. Mais il lui faudrait plus qu'un pied de biche pour passer. Cela prendrait du temps, de la patience et le genre de détermination qu'il avait porté à travers 40 hivers dans la montagne. Quand elle remonta à la lumière du jour, elle trouva Pierre Lefebvre qui l'attendait près de sa camionnette. Pierre avait dans les 70 ans, retraité d'une vie d'enseignement de l'histoire au lycée du département voisin. Il avait déménagé à Beaumont-sur-Loire 10 ans plus tôt pour se rapprocher de sa fille et s'était autoproclamé historien non officiel du village, un rôle que personne ne lui avait demandé de remplir, mais qu'il assumait avec enthousiasme. « Alors, vous avez acheté cet endroit » dit-il en guise de salutation. « Les nouvelles vont vite » répondit Monique en retirant ses gants de travail. « Toujours. Écoutez, je ne vous prendrai pas beaucoup de votre temps, mais je pensais que vous devriez savoir que ce bâtiment a un passé que la plupart des gens préféreraient voir rester enterré. » Quel genre de passé ? Pierre jeta un regard à l'ancien comptoir commercial, son expression troublée. Les Morand étaient une famille puissante à l'époque territoriale. Antoine Morand dirigeait ce comptoir, et de l'avis de tous, il le dirigeait sans pitié. Il y avait des rumeurs sur ses tractations avec les commerçants indigènes, sur de l'argent qui disparaissait, sur des gens qui le contrariaient et qui finissaient par disparaître.
Rien n'a jamais été prouvé. Mais, il marqua une pause. Sa fille a disparu en 1851. Léonore. L'histoire officielle dit qu'elle s'est enfuie, mais ma grand-mère disait autre chose. Que disait votre grand-mère? Que Léonore en savait trop et qu'elle a payé pour se savoir. Qu'il y a une raison pour laquelle ce bâtiment est resté vide après le départ des Morand. Pierre croisa son regard. Certaines portes restent fermées pour une bonne raison, Monique. Vous devriez peut-être y réfléchir. Après son départ, Monique resta assise dans sa camionnette un moment, regardant les ombres s'allonger à travers les pins. Un avertissement signifiait que quelqu'un savait ce qu'il y avait derrière cette porte. Et si quelqu'un savait, quelqu'un voulait que cela reste caché. Cela lui donnait encore plus envie de l'ouvrir. Monique retourna à l'ancien comptoir commercial le lendemain matin avec une détermination qui la surprit elle-même. Elle avait passé la nuit à faire des recherches sur les vieux mécanismes de serrure et l'oxydation du fer, lisant à la lueur de la lampe jusqu'à ce que ses yeux lui fassent mal. La porte de la cave était devenue plus qu'un simple obstacle. C'était un défi, et Monique Dupont n'avait jamais été du genre à reculer devant un défi. Le temps était couvert, le genre de gris qui rendait tout plus vieux et plus usé. Elle se gara à sa place habituelle derrière le bâtiment et transporta son nouveau matériel à l'intérieur, de l'huile pénétrante, une brosse métallique, une petite masse et un jeu de burin à froid. Si elle ne pouvait pas ouvrir le verrou en finesse, elle le persuaderait par la force. La descente dans le passage lui parut différente cette fois, familière de la manière dont les actions répétées deviennent une routine, même quand elles ne devraient pas l'être. Les murs de pierre se pressaient contre elle, et son souffle formait de la buée dans l'air froid. En bas, la porte cerclée de fer attendait, aussi impassible que la veille. Elle commença par l'huile pénétrante, l'appliquant dans chaque crevasse du mécanisme de verrouillage, la laissant s'infiltrer dans le métal gelé par la rouille. Pendant qu'elle attendait que le produit chimique fasse son effet, elle examina la porte plus attentivement. Le bois était épais, au moins 8 cm, et renforcé de bandes de fer qui avaient été martelées et rivetées par quelqu'un qui connaissait son métier. Cette porte avait été construite pour durer, construite pour retenir. Mais ce furent les marques sur le chambranle de la porte qui la firent s'arrêter. Des égratignures, des dizaines, certaines peu profondes et d'autres assez profondes pour avoir fait éclater le bois. Elles étaient concentrées du côté du verrou, regroupées à peu près à hauteur d'épaule. Quelqu'un avait essayé de sortir. La prise de conscience la submergea comme de l'eau froide. Ce n'était pas seulement une pièce fermée à clé. C'était une prison. Elle se mit au travail sur le verrou avec un objectif renouvelé, utilisant la brosse métallique pour gratter les couches de rouille, puis appliquant plus d'huile, puis travaillant doucement le mécanisme avec un burin. Il fallut 2 heures d'efforts patients et répétitifs avant qu'elle ne sente quelque chose céder, un mouvement infime, mais un mouvement néanmoins. Encouragée, elle continua à travailler. Le verrou était d'une conception simple mais robuste, une lourde barre qui coulissait dans un support sur le cadre de la porte. La barre devait être soulevée et tirée simultanément, et la rouille l'avait soudée en place. Mais la rouille pouvait être brisée, et Monique avait de la patience. Une autre heure passa. Ses épaules lui faisaient mal, et ses mains étaient prises de crampes, mais le verrou bougeait maintenant, une fraction de millimètre à la fois. Elle était proche. Peut-être à une autre journée de travail de l'ouvrir. C'est alors qu'elle entendit des pas au-dessus. Monique se figea, écoutant. L'ancien comptoir commercial était censé être à elle seule. L'acte de propriété était enregistré et consigné, mais les pas étaient réels, se déplaçant sur le plancher au-dessus d'elle avec détermination. Ils s'arrêtèrent près de la zone de stockage arrière, juste au-dessus de l'endroit où elle se tenait. Elle entendit les planches grincer alors que quelqu'un marchait dessus. Puis le silence, un long silence d'écoute. Puis les pas se retirèrent, plus rapidement maintenant, et la porte d'entrée claqua. Monique attendit 5 minutes entières avant de monter les escaliers. Son cœur battait la chamade et elle tenait la masse prête. Lorsqu'elle émergea dans la zone de stockage arrière, elle trouva l'espace vide mais perturbé. Quelqu'un était passé par là, déplaçant des choses, regardant des choses. Et sur le sol, lesté par une pierre, se trouvait un morceau de papier. Elle le ramassa. Le message était écrit en lettres capitales avec un marqueur épais. Certaines portes restent fermées pour une bonne raison. Les mêmes mots que Pierre Lefebvre avait utilisés. Mais Pierre ne se serait pas introduit par effraction dans son bâtiment, n'aurait pas laissé une note menaçante. Quelqu'un d'autre était au courant de la porte, savait ce qu'elle avait trouvé et voulait qu'elle cesse de chercher.
Monique plia soigneusement la note et la mit dans la poche de son manteau. Puis elle sortit et vérifia le périmètre du bâtiment. Il y avait des traces de pneus fraîches dans la boue près de la route, plus larges que celles de sa camionnette, et des empreintes de bottes menant à l'entrée arrière et en repartant. Quelqu'un avait observé, avait vu sa camionnette et avait décidé de laisser un avertissement. Elle monta dans sa camionnette et se rendit à la gendarmerie. Le commandant de la gendarmerie de Beaumont-sur-Loire était un homme nommé Nicolas Perrier, 55 ans, qui comptait les jours jusqu'à sa retraite. Il écouta l'histoire de Monique avec une attention polie, examina la note et prit des notes sur un calepin. « Ça pourrait être des jeunes, dit-il. Nous avons du vandalisme de temps en temps, surtout dans les propriétés abandonnées. Elle n'est pas abandonnée. Elle m'appartient. Oui. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a été vide si longtemps que les gens ne réalisent peut-être pas qu'il y a un nouveau propriétaire. » Il posa son stylo et la regarda. « Avez-vous eu d'autres problèmes? Quelque chose d'endommagé? » Non, juste la note. Eh bien, je garderai un œil sur l'endroit lors de mes patrouilles. Je m'assurerai que personne ne dérange votre propriété. Mais honnêtement, Monique, il se pourrait que vous remuiez de vieilles poussières qu'il vaut mieux laisser reposer. Ce bâtiment a une histoire. C'est ce que j'ai entendu. Les gens de ce village ont la mémoire longue. Certains d'entre eux pourraient ne pas apprécier que quelqu'un fouille dans le passé. Le passé ne se soucie pas de savoir si les gens l'apprécient ou non, dit Monique. Il s'est produit, quoi qu'il en soit. Le commandant Perrier soupira. Je dis juste, soyez prudente. Si vous trouvez quoi que ce soit qui ressemble à une preuve de crime, vous m'appelez immédiatement. N'allez pas enquêter par vous-même. Monique le remercia et partit, sachant très bien qu'elle n'appellerait personne avant de savoir exactement à quoi elle avait affaire. De retour au comptoir, elle referma les planches du plancher par le dessus, donnant l'impression qu'elle les avait sécurisées et était passée à autre chose. Puis elle fit le tour de l'extérieur du bâtiment et examina les fondations. Les vieux bâtiments comme celui-ci avaient parfois un accès extérieur à la cave, et après 20 minutes de recherche à travers les mauvaises herbes et les poutres tombées, elle le trouva, une porte inclinée encastrée dans le sol au coin arrière, cachée sous des décennies de végétation. La porte était cadenassée, mais le cadre en bois avait suffisamment pourri pour qu'elle puisse le forcer avec le pied de biche. Elle souleva la porte et se retrouva à regarder un autre escalier. Celui-ci menait au même passage qu'elle avait trouvé de l'intérieur. Cette entrée avait été construite pour la discrétion. Quelqu'un pouvait entrer et sortir par là sans être vu de la route ou du bâtiment principal. Quelqu'un avait voulu un accès privé à ce qui se trouvait derrière cette porte de fer. Alors qu'elle se tenait là, regardant dans l'obscurité, le pneu arrière de sa camionnette explosa avec un claquement sec. Monique se retourna brusquement. Le pneu était déchiqueté, le caoutchouc déchiré comme par un couteau. Elle balaya du regard la lisière des arbres, ne voyant rien d'autre que des ombres et des branches de pin bougeant dans le vent. Mais quelqu'un avait été là, assez près pour lacérer son pneu pendant qu'elle était distraite à l'entrée de la cave. Le message était clair, laissez tomber ou subissez les conséquences. Elle changea le pneu avec un calme méthodique, refusant de laisser ses mains trembler. Quand elle eut terminé, elle verrouilla la porte extérieure de la cave du mieux qu'elle put et rentra chez elle, surveillant ses rétroviseurs tout le long du trajet. Cette nuit-là, assise dans son chalet avec une tasse de thé et le crépitement du poêle à bois, Monique prit une décision. Elle pouvait abandonner, vendre l'ancien comptoir commercial à quelqu'un d'autre, retourner à sa vie tranquille dans la montagne et oublier les portes de fer et les notes menaçantes. Ou elle pouvait faire ce qu'elle avait toujours fait, tenir bon et aller jusqu'au bout des choses. La jupe rouge accrochée au dos de la porte semblait rougeoyer à la lueur du feu, vive et défiante. Monique sourit. Abandonner n'avait jamais été son style. La bibliothèque municipale de Beaumont-sur-Loire occupait ce qui avait été autrefois le salon et la salle à manger d'une maison victorienne sur la rue des Érables. Marie Moreau en avait été la bibliothécaire pendant 37 ans, et pendant ce temps, elle avait accumulé non seulement des livres, mais toute l'histoire documentée de la ville, journaux, registres fonciers, actes de naissance et de décès, cartes, photographies et les papiers personnels de famille qui avaient fait don des archives de leurs ancêtres à la collection. Si quelqu'un pouvait aider Monique à comprendre le passé du comptoir, c'était bien Marie. Monique arriva un mercredi matin, sachant que la bibliothèque serait calme. Marie leva les yeux de son bureau, ses lunettes de lecture perchées sur son nez, et sourit. « Je me demandais quand vous viendriez, dit-elle. J'ai entendu dire que vous aviez eu des ennuis à la bâtisse Morand.
Les nouvelles voyagent vite. Toujours. Entrez. Je vais mettre la bouilloire en marche. Elles s'assirent dans le bureau de Marie, une pièce exiguë tapissée de classeurs et de livres de référence, buvant du Earl Grey dans des tasses en porcelaine dépareillée. Monique lui raconta tout, le passage caché, la porte de fer, la note menaçante, le pneu lacéré. Marie écouta sans l'interrompre, ses yeux vifs ne quittant jamais le visage de Monique. Quand l'histoire fut terminée, elle posa sa tasse et dit « Vous avez ouvert quelque chose que beaucoup de gens veulent voir rester fermé. C'est ce que tout le monde me dit, mais personne ne veut dire de quoi il s'agit. C'est parce que la plupart des gens ne savent pas vraiment. Ils connaissent juste l'histoire qu'on leur a racontée, que les Morand sont partis soudainement, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la famille, que le bâtiment devait être évité. Mais le pourquoi s'est perdu avec le temps. » Marie se leva et se dirigea vers l'un des classeurs. « Je collectionne les pièces de ce puzzle depuis des années. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai. » Elle sortit un dossier épais de papier et les étala sur le bureau. Le premier document était un acte de propriété de 1847 transférant la propriété de 80 hectares à Antoine Morand. Le deuxième était une licence commerciale pour le comptoir. Le troisième était une coupure de journal de 1851. Monique la lut attentivement. Le titre était simple, un commerçant local déménage à Kansas City. L'article expliquait qu'Antoine Morand avait décidé de poursuivre des opportunités dans des territoires plus développés et avait fermé ses opérations commerciales à Beaumont-sur-Loire. Il mentionnait sa femme, décédée l'année précédente, et sa fille Léonore, qui l'accompagnerait vers l'Est. Un article de journal standard pour l'époque, dit Marie. Les gens allaient et venaient tout le temps. Mais regardez ça. Elle sortit une autre coupure, de 3 mois plus tard. Celle-ci provenait d'un journal de Kansas City. C'était un avis de décès pour Antoine Morand, qui avait succombé à une pneumonie peu après son arrivée dans la ville. Et c'est là que ça devient intéressant, continua Marie. Il n'y a aucune trace de Léonore après cela. Pas d'acte de mariage, pas de registre de propriété, pas de certificat de décès. Elle disparaît tout simplement de l'histoire. Peut-être qu'elle s'est mariée et a changé de nom. Peut-être. Mais j'ai trouvé ceci. Marie lui tendit une lettre manuscrite, le papier si vieux qu'il était brun sur les bords. Elle était datée du juin 1851 et adressée au bureau du maréchal territorial. L'écriture était soignée, précise. « Monsieur, je vous écris pour signaler des irrégularités dans les pratiques commerciales d'Antoine Morand de Beaumont-sur-Loire. J'ai personnellement connaissance de vols, de fraudes et de violences commises contre des commerçants indigènes qui n'ont aucun recours légal. Je demande qu'une enquête soit ouverte immédiatement. Le temps presse. Respectueusement, LM. Dit Monique. Léonore Morand. C'est ce que je suppose. Et voici le hic. Le maréchal territorial à cette époque était un homme nommé Alban Fèvre. Il était connu pour son honnêteté, ce qui était rare. Il aurait pris cela au sérieux. Alors, que s'est-il passé? Selon les archives officielles, rien. Il n'y a aucune trace d'une enquête, aucun suivi. La dernière activité documentée du maréchal Fèvre date de mai 1851. Après cela, il disparaît, lui aussi. Monique sentit un froid s'installer dans son estomac. Vous pensez qu'Antoine les a tués tous les deux? Je pense que c'est possible. Plus que possible. Marie rassembla les papiers dans le dossier. Quoi qu'il y ait derrière cette porte dans la cave, Monique, c'est lié à tout ça. Et quelqu'un dans cette ville le sait. Qui? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais je peux vous aider à le découvrir. L'expression de Marie était déterminée. J'ai passé toute ma vie à cataloguer les histoires des autres. Il est peut-être temps de découvrir celle-ci. Au cours de la semaine suivante, Monique et Marie travaillèrent ensemble. Monique poursuivit ses efforts sur la porte de la cave, desserrant lentement le verrou rouillé. Marie fouilla dans les archives et contacta des sociétés historiques d'autres départements, à la recherche de toute mention de Léonore Morand ou d'Alban Fèvre. C'est à cette époque que Monique trouva le fragment de registre. Elle travaillait au 2e étage du comptoir, déblayant les débris et évaluant les dommages structurels, lorsqu'un morceau du plafond se détacha. Derrière le plâtre pourri se trouvait la charpente en rondins d'origine du bâtiment, et coincé entre 2 rondins, il y avait un morceau de papier. C'était un fragment d'un registre comptable, le genre que les marchands utilisaient pour suivre les stocks et les transactions.
Le papier était taché par l'eau et déchiré, mais plusieurs entrées étaient encore lisibles. Elles étaient datées de février à avril 1851 et enregistraient des transactions pour des montants qui semblaient trop importants pour un comptoir commercial de l'époque. Une entrée se distinguait, elle. Morand, paiement final reçu. Compte clos. Affaire résolue. L'entrée était datée du 23 avril 1851 et le montant était de $500, une fortune à l'époque. Monique photographia le fragment et l'apporta à Marie. Elles l'étudièrent ensemble, essayant de déchiffrer sa signification. Paiement final pourquoi? Se demanda Marie. Et quelle affaire a été résolue? Peut-être qu'elle achetait quelque chose. Ou peut-être, Monique s'arrêta, frappée par une pensée plus sombre. Peut-être que quelqu'un l'a payée pour qu'elle se taise. Vous voulez dire un pot de vin? Ou un paiement pour son silence? Si elle menaçait de dénoncer les agissements de son père, peut-être qu'il l'a payée. Mais la lettre au maréchal est datée de juin. Si le compte a été clos en avril, pourquoi écrirait-elle encore aux autorités en juin? Ça n'avait pas de sens. Pas encore. Mais c'était une autre pièce du puzzle, un autre fragment de vérité enfoui dans les os du bâtiment. Le lendemain matin, Monique arriva au comptoir pour trouver le pare-brise de sa camionnette brisé. Pas fissuré, brisé, comme si quelqu'un l'avait frappé avec une masse. Des éclats de verre recouvraient le capot et le siège avant, scintillant sous le soleil matinal. Il y avait une autre note glissée sous l'essuie-glace. Dernière chance. Partez. Monique regarda la note un long moment, puis la froissa et la jeta dans la benne de la camionnette avec la première. Elle ferait remplacer le pare-brise et ajouterait le coup à la liste croissante des raisons pour lesquelles elle n'arrêterait pas. Car quiconque essayait de lui faire peur devenait désespéré, et les gens désespérés font des erreurs. Elle n'avait qu'à attendre qu'il fasse la leur. Le serrurier s'appelait David Fournier, et il monta de Clermont-Ferrand à la demande de Monique. Elle avait appelé 3 serruriers à Beaumont-sur-Loire, mais tous 3 avaient trouvé des raisons de refuser le travail une fois qu'ils avaient entendu que c'était à l'ancien domaine Morand. David, venant d'une autre ville, n'avait pas de telles réserves. C'était un homme compact dans la cinquantaine, avec des mains sûres et une attitude professionnelle. Monique le conduisit dans le passage et lui montra la porte de fer. David l'étudia pendant plusieurs minutes, passant ses mains sur le mécanisme de verrouillage, testant les charnières, examinant le cadre. Son expression devint de plus en plus troublée. « C'est du travail ancien, dit-il finalement. Forgé à la main, probablement par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Mais, il marqua une pause, désignant le verrou, ceci n'a pas été conçu comme une serrure. C'est un système de barres destiné à être actionné de l'extérieur uniquement. J'avais compris ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme à l'intérieur. Quelqu'un enfermé là-dedans ne pourrait pas l'ouvrir même s'il le voulait. Cette porte a été construite pour garder quelqu'un à l'intérieur, pas pour empêcher quelqu'un d'entrer. » Les mots restèrent suspendus dans l'air froid entre eux. David recula de la porte, le visage pâle. « Madame, je ne sais pas ce que vous cherchez là derrière, mais je ne suis pas sûr de vouloir participer à sa découverte. Cette installation, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Je paierai le double de votre tarif. » Il secoua la tête. « Ce n'est pas une question d'argent. C'est écoutez, je fais ce métier depuis 25 ans, et je n'ai jamais rien vu de tel. Quoi qu'il y ait là-dedans a été scellé pour une raison, et d'après la conception de cette porte, cette raison n'était pas bonne. Raison de plus pour l'ouvrir. » Mais David rassemblait déjà ses outils. « Je suis désolé. Je ne peux pas vous aider avec ça. Vous devriez peut-être appeler la gendarmerie, ou une société historique. Cela dépasse le travail de serrurier. » Il partit rapidement, montant presque les escaliers en courant. Monique entendit sa camionnette démarrer et s'éloigner, le son s'estompant dans la distance. Elle resta seule dans le passage, à fixer la porte. Elle savait que c'était grave, mais le fait que quelqu'un d'autre le confirme, quelqu'un sans aucun enjeu dans l'histoire de la ville, le rendait réel d'une manière différente. Quelqu'un avait construit cette porte pour emprisonner quelqu'un. Quelqu'un avait scellé un autre être humain derrière le fer et la pierre et l'avait laissé là. La question était de savoir qui, et s'il était encore là. Monique travailla sur le verrou pendant une autre heure, progressant lentement. Le mécanisme commençait à bouger plus librement maintenant, et elle estima qu'il faudrait encore quelques jours de travail pour l'ouvrir.
Elle était si concentrée sur sa tâche qu'elle faillit ne pas remarquer la petite fissure dans le mur à côté du cadre de la porte. Elle était à peine visible, juste une fine ligne dans la pierre maçonnée. Mais lorsqu'elle projeta directement sa lampe de poche dessus, elle vit que la fissure s'étendait du sol au plafond, et que le mortier s'effritait. Elle utilisa la pointe de son couteau pour sonder la fissure, et des morceaux de vieux mortier tombèrent. Derrière, les pierres n'étaient pas correctement scellées. Quelqu'un avait construit ce mur rapidement, sans la technique appropriée. Il était destiné à durer assez longtemps pour faire son travail, mais pas à tenir un siècle et demi. D'un coup, elle poussa l'une des pierres branlantes. Elle bougea légèrement vers l'intérieur. Travaillant avec soin, elle commença à retirer les pierres de la fissure, les mettant de côté à mesure qu'elle élargissait l'ouverture. Le travail était minutieux, mais après 1 heure, elle avait créé une ouverture assez grande pour y passer sa lampe de poche. Le faisceau illumina une petite pièce, peut-être de 2 mètres sur 2. Le sol était en terre battue, les murs en pierre, et le long d'un mur, boulonné dans la roche, se trouvaient des chaînes en fer. Le souffle de Monique se coupa. La pièce était vide maintenant, mais elle ne l'avait pas toujours été. Quelqu'un avait été gardé ici, enchaîné dans le noir, pendant que la vie continuait au-dessus. Elle passait le bras à travers l'ouverture pour obtenir un meilleur angle avec la lampe de poche quand quelque chose tomba de l'ouverture et atterrit à ses pieds. Un petit objet, en métal, terni, noirci par le temps. Elle le ramassa délicatement. C'était un médaillon, le genre que les femmes portaient sur des chaînes autour du cou. Le fermoir était cassé, comme s'il avait été arraché. De retour à son chalet cette nuit-là, Monique nettoya le médaillon avec un produit pour l'argenterie et un chiffon doux. Progressivement, la ternissure disparut, révélant de l'argent en dessous, gravé d'un délicat motif de vigne. Le médaillon s'ouvrit sous une légère pression. À l'intérieur se trouvaient 2 photographies, du type ancien imprimées sur du métal fin. Elles montraient 2 femmes, toutes 2 jeunes, toutes 2 vêtues des vêtements simples et pratiques de l'époque. L'une avait les cheveux noirs et des traits forts. L'autre était plus claire, avec un visage plus doux et des yeux qui regardaient directement l'appareil photo avec une intensité troublante. À l'intérieur du couvercle du médaillon se trouvait une inscription si petite qu'elle dut utiliser une loupe pour la lire. Sœur en tout sauf par le sang. Elle est J. 1849. Léonore Morand. J. Quelqu'un dont Monique ne connaissait pas encore le nom. Elle apporta le médaillon à Marie le lendemain matin. Marie l'examina attentivement, son expression devenant plus intense à mesure qu'elle étudiait les photographies. Ce sont des daguerréotypes, dit-elle. Chers pour l'époque, surtout ici. Quelqu'un tenait suffisamment à ces femmes pour payer pour des images permanentes. Pouvez-vous les identifier? La femme aux cheveux noirs correspond à la seule description que j'ai de Léonore Morand, tirée de la nécrologie de son père, qui mentionnait sa fille aux cheveux noirs d'une grande culture. L'autre, Marie marqua une pause, réfléchissant. Il y avait plusieurs familles de commerçants métis dans cette région dans les années 1840. Les Renards, les Larocque, les Marozes. Les traits de cette femme pourraient être ceux d'une métisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Léonore avait une amitié étroite avec une femme d'une des familles de commerçants indigènes. Assez proche pour commander un daguerréotype ensemble. Assez proche pour y inscrire des mots sur la sororité. Marie croisa le regard de Monique. À cette époque et en ce lieu, cela aurait été inhabituel, remarquable. Est-ce que ça aurait été dangereux? Selon les opinions de son père, possiblement. S'il était le genre d'homme qui trompait les commerçants indigènes, il n'aurait pas approuvé que sa fille noue des liens étroits avec leur famille. Monique pensa aux fragments de registre, à la lettre au maréchal, à la pièce avec des chaînes au mur. Une image se formait, pièce par terrible pièce. Cet après-midi-là, elle retourna au comptoir. Elle avait apporté de meilleurs outils cette fois, un véritable ensemble de marteaux et de burins de maçon achetés dans une quincaillerie à 3 villes de là. Elle en avait fini avec la patience et le travail minutieux. Il était temps de forcer le passage. Elle travailla pendant 6 heures d'affilée, retirant les pierres du mur, élargissant l'ouverture jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour y grimper. Ses épaules lui faisaient mal et ses mains étaient à vif. Mais alors que le soleil commençait à se coucher, elle avait enfin une ouverture. Elle projeta une dernière fois sa lampe de poche à travers, balayant de son faisceau chaque surface de la petite cellule. Les chaînes au mur, le sol en terre battue, le plafond de pierre à peine à 2 mètres de hauteur. Et là, gravé dans la pierre près du sol,
presque invisible si l'on ne savait pas où regarder, un nom, Léonore Morand, 1829 à 1851. Pardonne-moi, J. Monique resta là dans l'obscurité, lisant et relisant ces mots. Pas une pierre tombale, mais presque. Le témoignage d'une vie terminée trop tôt. Gravé dans la pierre par quelqu'un qui avait survécu. J. La femme du médaillon. La femme qui avait été témoin de ce qui s'était passé ici et qui avait sommeau vécu pour le marquer. Quand Monique remonta dans le comptoir proprement dit, elle trouva les pneus de sa camionnette lacérés, les 4 cette fois, et sur le capot, écrit avec une peinture encore fraîche, avertissement final. Elle regarda le message, puis le bâtiment derrière elle. Quelqu'un avait très peur de ce qu'elle pourrait trouver, ce qui signifiait qu'elle se rapprochait de quelque chose d'important. Elle appela une dépanneuse et attendit, assise sur le haillon dans l'obscurité grandissante. Sa jupe rouge était maculée de poussière de pierre et ses mains lui faisaient mal, mais elle se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Certaines vérités exigeaient d'être dites, peu importe qui voulait les enterrer. Monique changea d'approche. Si quelqu'un surveillait le comptoir pendant la journée, elle travaillerait la nuit. S'il voulait l'intimider, elle cesserait de leur en donner l'occasion. Elle se rendit au comptoir après la tombée de la nuit, se garant à 2 rues de là et traversant les bois de pin pour approcher par l'arrière. Elle apporta une lanterne de camping, des outils et assez de détermination pour percer ce qui restait entre elle et la vérité. Le passage menant à la cave semblait différent la nuit, plus froid en quelque sorte, bien que ce fût probablement son imagination. Elle avait suffisamment élargi le trou dans le mur pour pouvoir passer facilement maintenant, et elle avait apporté une bâche à étaler sur le sol en terre battue pendant qu'elle travaillait. La cellule elle-même était exactement comme elle l'avait vue à travers l'ouverture. 2 mètres sur 2, mur de pierre, sol en terre battue, et ces horribles chaînes boulonnées à la roche. Elle les examina de près. Elles étaient courtes, peut-être 1 mètre de long, ce qui signifiait que toute personne enchaînée ici n'aurait pas pu se tenir debout ou se déplacer de plus de quelques pas. Ce n'était pas une détention temporaire. C'était conçu pour briser quelqu'un. Elle fouilla la cellule méthodiquement, passant ses mains le long de chaque pierre, sondant chaque fissure du sol. Il lui fallut 1 heure avant de la trouver, une autre pierre branlante. Celle-ci près de l'endroit où le nom avait été gravé dans le mur. Derrière la pierre se trouvait un petit espace creusé, et dans cet espace, il y avait un livre. Monique le sortit avec précaution. C'était un journal, relié en cuir, les pages cassantes à cause de l'âge et de l'humidité. Elle le transporta à travers l'ouverture et le remonta dans le comptoir où elle pourrait l'examiner correctement à la lueur de la lanterne. La première page portait un nom écrit d'une écriture soignée, Léonore Morand. Mes pensées intimes, 1849. Les mains de Monique tremblaient légèrement alors qu'elle tournait les pages. Les entrées étaient datées, commençant en janvier 1849 et se poursuivant jusqu'en décembre 1850. Les premières entrées étaient des observations ordinaires sur la météo, des notes sur les livres qu'elle avait lus, des plaintes sur l'isolement de la vie à la frontière. Mais au fil des mois, le ton changea. 15 mars 1849. Josette est venue commercer aujourd'hui. Père a été cruel avec elle comme toujours, la sous-payant pour ses fourrures et faisant des remarques insultantes. Après son départ, je l'ai trouvée dehors et je me suis excusé. Elle a été gentille à ce sujet, plus gentille qu'il ne le méritait. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Elle en s'étend sur la terre, sur la survie ici. J'aimerais pouvoir apprendre d'elle correctement. 3 avril 1849. Josette m'a apporté un livre aujourd'hui. De la poésie en français. Elle a dit que sa mère lui avait appris à lire en français et en anglais. Nous nous sommes assises près du ruisseau et elle m'a lu. Sa voix est comme de la musique. Je n'ai jamais eu une amie comme elle. 12 juin 1849. Père m'a surprise avec Josette aujourd'hui. Il était furieux. L'a traité de nom terrible. A menacé de lui interdire de commercer ici. Je lui ai tenu tête pour la première fois de ma vie, lui ai dit qu'elle était mon amie et qu'il n'avait aucun droit de parler d'elle de cette façon. Il m'a frappé. Josette est partie avant que ça n'empire. Je crois que je le hais. Monique continua sa lecture, observant la relation entre Léonore et Josette s'approfondir à travers les pages. Elles se rencontraient en secret, loin du comptoir. Elles partageaient des livres et des histoires. Elles faisaient des plans pour un avenir qui semblait impossible dans leurs circonstances. Et puis les entrées changèrent à nouveau. 8 septembre 1849.
Je dois écrire ceci, bien que je craigne de le mettre en mots. Je l'aime, non pas comme une amie, non pas comme une sœur, mais comme je n'ai même pas les mots pour le dire. Tout ce qu'on m'a enseigné dit que c'est mal, mais tout ce que je ressens dit que c'est la seule chose qui ait jamais été juste. Nous nous sommes embrassés près du ruisseau aujourd'hui. J'ai cru que mon cœur allait éclater de joie. Monique s'arrêta, absorbant cela. En 1849, dans une ville frontalière où la survie était toute et la conformité la sécurité, ces deux femmes s'étaient aimées. Le risque qu'elles avaient pris, le courage que cela exigeait, c'était stupéfiant. Elle continua à lire. 30 novembre 1849. Nous faisons des plans. Josette connaît des gens en Oregon. Une communauté où nous pourrions vivre comme nous le souhaitons. Nous aurons besoin d'argent et de temps. Mais c'est possible. J'ai du mal à croire que nous parlons d'un avenir ensemble. Mais elle est si certaine. Elle me fait y croire aussi. 17 février 1850. J'ai découvert les livres de comptes de mon père aujourd'hui. Il a systématiquement volé les commerçants indigènes, enregistrant des prix inférieurs à ceux qu'il paie et empochant la différence. Des milliers de dollars au fil des ans. Je l'ai confronté et il s'est moqué de moi. A dit que tout le monde le faisait, qu'ils sont trop ignorants pour s'en rendre compte. Je lui ai dit que je le dénoncerais. Il m'a dit que j'étais une fille stupide qui ne comprenait rien au monde. 3 mars 1850. Il me surveille maintenant, constamment. Je ne peux pas quitter le comptoir sans qu'il me demande où je vais. Il a trouvé certaines de mes lettres à Josette. Il sait. Que Dieu m'aide. Il sait tout. 21 avril 1850. Josette veut que nous partions maintenant, avant que Père ne puisse agir contre nous. Mais j'ai besoin de preuves de ce qu'il fait. J'ai copié des entrées de ses vrais livres de comptes, ceux qu'il garde cachés. Si je peux les faire parvenir au maréchal territorial, Père fera face à la justice. Alors nous serons libres de partir. 28 décembre 1850. J'ai envoyé la lettre au maréchal Fèvre. Je lui ai tout dit. Le vol de mon père, ses menaces, sa violence. Le maréchal est un homme honnête. Tout le monde le dit. Il enquêtera. Il arrangera les choses. Et alors, Josette et moi quitterons enfin cet endroit. L'entrée du 28 décembre était la dernière à l'écriture claire. Les pages restantes étaient différentes, l'écriture plus tremblante, les dates irrégulières. 14 janvier 1851. Percé pour la lettre. Je ne sais pas comment, mais il sait. Il m'a enfermé dans ma chambre. Il dit que je l'ai trahi. Trahi la famille. Il dit que je resterai ici jusqu'à ce que j'accepte d'oublier Josette. D'oublier le maréchal. D'oublier tout. 2 février 1851. Toujours enfermé. Il apporte de la nourriture une fois par jour, ne parle jamais. Je l'entends parfois avec d'autres hommes, planifiant quelque chose. J'ai peur. 19 mars 1851. Le maréchal est venu aujourd'hui. J'ai entendu des voix en bas, celles de mon père et d'autres. Puis le silence. Plus tard, Père est venu dans ma chambre. Il a dit que le maréchal avait eu un accident. Il a dit que je devais comprendre à quel point c'était sérieux. Il a dit que si je parlais à nouveau de tout cela, Josette en souffrirait. 23 avril 1851. Il me déplace ce soir. Il dit que le bâtiment n'est pas sûr, qu'il y a eu des problèmes, que nous partons pour Kansas City. Mais j'ai vu ce qu'ils ont construit. La cave, les chaînes. Je sais ce qu'il a l'intention de faire. Ceci est peut-être ma dernière entrée. Si quelqu'un trouve ceci, mon nom est Léonore Morand. J'ai aimé une femme nommée Josette Renard. Cet amour était réel et bon et valait toutes les conséquences. S'il vous plaît, trouvez-la. S'il vous plaît, dites-lui que je n'ai jamais cessé de l'aimer. L'entrée se terminait au milieu d'une phrase, les derniers mots se perdant dans un gribouillis illisible. Monique resta assise là un long moment, tenant le journal, fixant ses derniers mots. Le silence du comptoir pesait sur elle comme un poids. Léonore avait été enfermée dans cette cellule et laissée pour morte. Son père avait assassiné le maréchal venu enquêter. Et Josette avait survécu, d'une manière ou d'une autre, assez longtemps pour graver ce mémorial dans la pierre, assez longtemps pour cacher ce journal où il pourrait un jour être trouvé. L'histoire était presque complète, mais il manquait encore des pièces.
Qu'était-il arrivé à Josette? Comment s'était-elle échappée? Et plus important encore, qui, dans le Beaumont-sur-Loire d'aujourd'hui, connaissait cette histoire et voulait qu'elle reste enterrée? Monique enveloppa soigneusement le journal dans un sac en plastique et le mit dans son sac à dos. Ceci ne resterait pas dans le comptoir où il pourrait être détruit. C'était la preuve d'un meurtre, d'une injustice, d'un crime qui n'avait jamais été élucidé. Elle était sur le point de partir quand elle l'entendit. Le bruit d'un moteur de camionnette tout près. Des phares balayèrent les fenêtres avant du comptoir. Elle éteignit sa lanterne et se déplaça vers la fenêtre, restant dans l'ombre. Une camionnette s'était arrêtée et 2 hommes en sortaient. L'un d'eux, elle ne le reconnaissait pas. L'autre, même dans la pénombre, elle le connaissait. Stéphane Laroche, l'un des plus riches propriétaires terriens de Beaumont-sur-Loire, dont la famille était dans la région depuis l'époque territoriale. La même durée que les Morand. Monique les regarda s'approcher du bâtiment. Stéphane essaya la porte d'entrée, la trouva verrouillée et fit un geste à son compagnon. Ils firent le tour par l'arrière, prévoyant clairement d'entrer par effraction. Elle avait peut-être 2 minutes. Elle attrapa son sac à dos et se dirigea rapidement vers la fenêtre arrière, celle qu'elle avait délibérément laissée ouverte. Elle se glissa à travers, sauta au sol et se dirigeait vers la lisière des arbres quand elle entendit la voix de Stéphane derrière elle. « Arrêtez-vous là !» Elle continua à marcher. « J'ai dit, arrêtez-vous !» Sa voix était en colère maintenant, menaçante. « Je sais que vous volez sur cette propriété, et je peux vous faire arrêter. » Monique se tourna, gardant ses distances. « Cette propriété est la mienne, légalement achetée et enregistrée. Tout ce que j'en prends m'appartient. » Vous ne comprenez pas à quoi vous avez affaire, dit Stéphane en se rapprochant. Ce bâtiment a une histoire. Une histoire de famille. L'histoire de ma famille. Des choses qui devraient rester privées. Privées? Monique soupesa son sac à dos. Ou enterrées. Certaines choses sont enterrées pour une bonne raison. Pour protéger les gens. Pour maintenir l'ordre. L'ordre de qui? Et qui est protégé? Le visage de Stéphane se durcit. Dernière chance. Vendez-moi le bâtiment et tout ce qu'il contient. Je paierai la juste valeur marchande. Vous partez, retournez à votre montagne et nous oublions tous que cela s'est produit. Oublier ne m'intéresse pas. Et je ne vends pas. Alors vous faites une erreur. Une grave erreur. Monique sourit, bien qu'il n'y eût aucune chaleur dans son sourire. J'entends ça souvent ces derniers temps. Ça n'a pas encore changé mon avis. Elle entra dans les arbres avant que Stéphane ne puisse répondre, se déplaçant rapidement dans l'obscurité familière vers l'endroit où elle s'était garée. Derrière elle, elle l'entendit crier, mais elle ne se retourna pas. Elle avait le journal. Elle avait l'histoire de Léonore. Et demain, elle s'assurerait que cette histoire soit enfin racontée. Monique passa la matinée suivante dans son chalet à photographier chaque page du journal de Léonore. Elle utilisa l'appareil photo de son téléphone, s'assurant que chaque image était claire et lisible, puis les sauvegardant sur 3 services de cloud différents. Si quelque chose arrivait à l'original, les mots survivraient. Quand elle fut satisfaite de la documentation, elle se rendit à la maison de Marie, un petit pavillon sur la partie calme de la rue principale. Marie ouvrit la porte en robe de chambre, jeta un coup d'œil au visage de Monique et dit « Entrez. Je vais faire du café. » Elles s'assirent à la table de la cuisine de Marie pendant que Monique lui racontait tout, la découverte du journal, la lecture des entrées de Léonore, la confrontation avec Stéphane Laroche. Quand elle eut terminé, Marie resta silencieuse un long moment, son expression troublée. « Stéphane Laroche, dit-elle finalement. Son arrière-arrière-grand-père était Samuel Laroche. Il était l'associé d'Antoine Morand. Associé en quoi? Officiellement, dans le comptoir commercial. Mais si Léonore avait raison à propos du vol, alors Samuel aurait été impliqué. Les Laroche étaient l'autre famille puissante de Beaumont-sur-Loire à l'époque. Entre eux et les Morand, ils contrôlaient la plupart du commerce dans cette partie du territoire. Donc si Antoine tombait, Samuel serait tombé aussi. Exactement. Et si Samuel a aidé à couvrir ce qui est arrivé à Léonore et au maréchal, Marie s'arrêta, réfléchissant. La famille de Stéphane a toujours été proéminente ici. Vieil argent, vieille influence. Il est au conseil municipal, préside le comité de préservation historique, fait des dons à toutes les causes locales.
Mais cette influence a un coût. S'il s'avérait que sa famille a aidé à assassiner un maréchal territorial et a couvert la mort de Léonore Morand, cela détruirait leur réputation. C'était il y a plus de 170 ans. Pourquoi s'en soucierait-il maintenant? Parce que la réputation est tout dans un petit village. Le nom de famille, l'histoire familiale, ça compte. Et parce que s'il y a une preuve de meurtre, même après tout ce temps, cela soulève des questions sur le droit de la propriété, sur les droits et la restitution. La famille Laroche possède la moitié des biens commerciaux de Beaumont-sur-Loire. Une partie de cela a probablement été achetée avec de l'argent volé. Cela ouvre des portes que personne ne veut voir ouvertes. Monique sortit le journal de son sac à dos et le posa sur la table. Alors ils vont devoir faire face à l'ouverture de ces portes. C'est la preuve d'un crime. De multiples crimes. Ça doit aller aux autorités. Quelles autorités? Le bureau du maréchal territorial n'existe plus. Le commandant de la gendarmerie rend des comptes au conseil municipal. Et devinez qui le préside? Stéphane Laroche. Son cousin, en fait. Mais c'est la même chose. Marie prit le journal avec précaution, comme s'il pouvait s'effriter dans ses mains. Nous devons être intelligentes. Si nous remettons simplement ceci aux forces de l'ordre local, cela pourrait disparaître. Nous devons aller plus haut. La Société historique de l'État, peut-être le bureau du procureur général. Et nous devons le faire publiquement pour que ça ne puisse pas être enterré à nouveau. Comment? Donnez-moi un jour. J'ai des contacts, des gens qui se soucient de la vérité historique. Laissez-moi passer quelques appels. Monique accepta, bien que cela ressemblât à de l'attente alors qu'elle voulait agir. Elle laissa le journal avec Marie, lui faisant confiance pour le garder en sécurité, et retourna vers le comptoir. Elle devait continuer à chercher, à trouver toute autre preuve qui pourrait exister. En chemin, elle s'arrêta au bureau du cadastre. C'était un coup de poker, mais les registres de propriété remontaient au début du territoire, et elle voulait voir ce qu'elle pouvait apprendre d'autre sur les Morand et les Laroche. L'employé, une jeune femme nommée Manon Girard, qui semblait à peine sortie du lycée, sortit les archives numériques et montra à Monique comment chercher. En quelques minutes, Monique avait l'historique complet de la propriété du comptoir affiché à l'écran. 1847, Antoine Morand achète 80 hectares et établit un comptoir commercial. 1851, propriété transférée à Samuel Laroche pour $1 et autres contreparties de valeur. 1852, propriété divisée, la structure du comptoir et 1 hectare conservé par Samuel Laroche. Les 79 hectares restants vendus à divers acheteurs. 1853 à 2024, divers transferts et registres de succession au sein de la famille Laroche. 2024, propriété vendue par la succession de Harold Laroche au département pour arriérés d'impôts. 2024, propriété mise aux enchères, achetée par Monique Dupont pour €1. Autre contrepartie de valeur, murmura Monique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un langage juridique pour quand une propriété change de main pour des raisons autres que l'argent, expliqua Manon. Ça peut être le paiement de dettes, des services rendus, beaucoup de choses. C'est délibérément vague. Ou cela signifiait que Samuel Laroche avait reçu le comptoir en échange de son aide à Antoine Morand pour couvrir un meurtre. Monique imprima les registres et se rendit à la bibliothèque. Marie était déjà là, l'air excité. J'ai trouvé quelque chose, dit-elle. Venez voir ça. Elle conduisit Monique dans une arrière-salle où les vieux journaux étaient stockés sur microfilm. Sur l'écran du lecteur se trouvait un journal de Fort Benton, Montana, daté d'août 1851. L'article était petit, facile à manquer. Maréchal territorial présumé mort. Le maréchal Alban Fèvre, affecté au district sud-ouest, est porté disparu depuis 3 mois et est maintenant présumé décédé. Sa famille a demandé de l'aide pour retrouver sa dépouille. Le maréchal Fèvre a été vu pour la dernière fois dans les environs de Beaumont-sur-Loire pour une affaire de service territorial. Toute personne ayant des informations doit contacter le bureau du maréchal à Helena. 3 mois de disparition, dit Marie. Ça correspond à la chronologie du journal de Léonore. Il est venu enquêter en mai et en août, il était officiellement porté disparu. Son corps a-t-il été retrouvé? J'ai vérifié. Aucune trace. Marie passa à un autre microfilm. Mais j'ai aussi trouvé ça. Un autre article, celui-ci de septembre 1851,
d'un bulletin communautaire de Beaumont-sur-Loire. Un résident local assiste le territoire. Samuel Laroche a été félicité par les autorités territoriales pour son aide dans l'enquête sur la disparition du maréchal Alban Fèvre. M. Laroche a témoigné que le maréchal avait quitté Beaumont-sur-Loire en direction du nord vers Helena et qu'il était en bonne santé au moment de son départ. L'enquête se poursuit, bien que l'espoir de retrouver le maréchal Fèvre vivant diminue de jour en jour. Il a menti, dit Monique. Samuel Laroche a menti aux enquêteurs sur la dernière fois qu'il a vu le maréchal. Ce qui signifie qu'il savait ce qui s'était réellement passé. Il en faisait partie. Marie se renversa sur sa chaise, l'expression sombre. Ces hommes ont assassiné un officier territorial et une jeune femme, ont volé des biens et de l'argent, puis ont bâti la fortune de leur famille sur ces crimes. Et maintenant, leurs descendants veulent s'assurer que personne ne le découvre. Le téléphone de Monique vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Vous avez quelque chose qui m'appartient. Rendez-le ou subissez les conséquences. Elle le montra à Marie, qui pâlit légèrement. C'est une menace. Vous devriez appeler la gendarmerie. La gendarmerie ne fera rien. Nous le savons toutes les deux. Monique se leva, sa décision prise. Je dois retourner au comptoir. Il manque encore une pièce. Nous savons ce qui est arrivé à Léonore. Nous savons ce qui est arrivé au maréchal. Mais nous ne savons pas ce qui est arrivé à Josette. Elle a survécu assez longtemps pour marquer la mort de Léonore et cacher le journal. Mais où est-elle allée? Qu'est-il arrivé à sa famille? La famille Renard, dit Marie, pensive. Il y avait plusieurs branches dans le territoire du Montana. Si Josette avait de la famille, elle aurait pu aller chez eux. Pouvez-vous chercher ça? Je peux essayer. Mais Monique, Marie lui serra le bras. Soyez prudente. Quiconque a envoyé ce SMS sait où vous êtes et ce que vous faites. Ils intensifient la pression. Je sais. Mais moi aussi. De retour au comptoir, Monique poursuivit sa recherche méthodique. Elle avait parcouru le bâtiment des dizaines de fois maintenant, mais il y avait encore des espaces qu'elle n'avait pas entièrement explorés, les vides sanitaires, la zone sous le porche, les coins des fondations. C'est dans la cour, en creusant autour des fondations, qu'elle le trouva. À 1 mètre de profondeur, enveloppé dans une toile cirée qui avait presque entièrement pourri, se trouvait un signe en métal. Terni, tordu, avec des taches sombres qui ne pouvaient être que du sang. Elle brossa soigneusement la terre, révélant l'inscription « Maréchal territorial Alban Fèvre ». Ils l'avaient enterré ici, juste à côté du bâtiment où ils avaient emprisonné Léonore. Rapidement et salement, juste assez profond pour cacher la preuve. Monique s'assit sur ses talons, tenant l'insigne, sentant son poids. C'était la preuve. C'était un meurtre documenté par le métal et le sang. Elle photographiait l'insigne et son emplacement lorsque la camionnette de Stéphane Laroche s'arrêta. Il sortit lentement, délibérément, et se dirigea vers elle. Son expression était froide, contrôlée. « Je vous fais une offre, dit-il sans préambule. 100 000 € pour le comptoir et tout ce que vous y avez trouvé. En espèces, aujourd'hui, sans poser de questions. Vous me cédez l'acte de propriété et vous partez. Pourquoi ferais-je ça? Parce que vous êtes dépassé. Vous avez trouvé de vieux papiers, de vieilles histoires, et vous pensez comprendre ce qu'ils signifient, mais ce n'est pas le cas. Vous perturbez des choses qui sont établies depuis des générations, et vous allez vous faire du mal. Est-ce une menace? C'est un fait. J'essaie de vous aider. Monique se leva, brossant la terre de ses genoux. Sa jupe rouge était sale, et elle devait ressembler à quelqu'un qui venait de déterrer des tombes, ce qui n'était pas loin de la vérité. J'ai trouvé l'insigne du maréchal Fèvre juste ici, enterré dans la cour, ainsi que des preuves que votre arrière-arrière-grand-père a aidé à couvrir son meurtre. Le visage de Stéphane devint pâle, puis rouge. C'est un mensonge. C'est la vérité. J'ai le journal de Léonore Morand. J'ai des registres de propriété montrant comment votre famille a acquis cette terre. J'ai des articles de journaux montrant comment Samuel Laroche a menti aux enquêteurs. Et maintenant, j'ai l'insigne du maréchal. Elle le brandit. C'était une dissimulation, et votre famille en faisait partie. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. Je le peux, et je le ferai. Elle le fixa droit dans les yeux. La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet?
Pendant un instant, elle crut qu'il pourrait l'attaquer physiquement. Ses mains se serrèrent en poing, et il y avait une véritable rage sur son visage. Mais ensuite, il prit une profonde inspiration, se forçant à se calmer. « Vous faites une erreur, dit-il doucement. Une que vous regretterez. » Il remonta dans sa camionnette et partit plus vite que nécessaire, le gravier giclant sous ses pneus. Monique resta là un long moment, tenant l'insigne, regardant la poussière retomber sur la route. Elle avait franchi une ligne maintenant. Il n'y avait pas de retour en arrière, aucune possibilité de compromis. Cela allait se terminer d'une manière ou d'une autre, avec la vérité révélée ou avec elle réduite au silence. Mais elle avait vécu seule dans une montagne pendant 40 ans. Elle avait survécu à l'isolement, à des hivers qui pouvaient tuer, et à ses propres démons. Un homme riche avec une conscience coupable ne lui faisait pas peur. Elle emballa soigneusement l'insigne, marqua l'emplacement avec des coordonnées GPS, et prit des photographies détaillées du site de fouille. Puis elle appela Marie. « J'ai trouvé l'insigne du maréchal, dit-elle. Nous devons rendre cela public, et vite. »« J'ai un plan, » répondit Marie. « Pouvez-vous me rejoindre à la bibliothèque ce soir ? Après la fermeture. »« J'y serai. » Cette nuit-là, assises dans le bureau de Marie, la porte verrouillée et les stores baissés, elles élaborèrent leur plan. Marie avait des contacts à la Société historique de l'État, au journal de Clermont-Ferrand et au bureau du procureur général. Elle diffuserait tout simultanément, des copies du journal, des photographies des preuves, les registres de propriété, les articles de journaux. « Nous le ferons lors d'une réunion publique, » dit Marie. « Un espace public. Beaucoup de témoins. Je l'organiserai par le biais des programmes communautaires de la bibliothèque. Nous pouvons appeler ça une présentation historique. Le temps que Stéphane réalise ce qui se passe, il sera trop tard. Il essaiera de l'arrêter. Qu'il essaie. Nous aurons des journalistes sur place, des représentants de la société historique, peut-être même des forces de l'ordre de niveau étatique. Une fois que c'est public, ça ne peut plus être enterré. Elles fixèrent la date pour la semaine suivante. 7 jours pour se préparer, pour faire des copies, pour s'assurer que même si quelque chose arrivait aux originaux, l'histoire survivrait. 7 jours pour que Stéphane Laroche et quiconque d'autre impliqué réalisent qu'ils n'avaient plus de temps. La semaine passa dans une préparation tendue. Monique fit plusieurs copies de tout, les photographies du journal, la documentation de l'insigne, les registres de propriété, les coupures de journaux. Elle garda un jeu dans son chalet, un avec Marie, un dans un coffre-fort à 2 villes de là, et un avec un avocat qu'elle avait engagé spécifiquement pour cela. Elle continua également ses recherches au comptoir, déterminée à trouver toute preuve restante avant la présentation publique. Le bâtiment avait déjà tant livré, mais elle avait le sentiment qu'il manquait encore quelque chose, une dernière pièce qui compléterait l'histoire. La 5e nuit, travaillant seule à la lueur de la lanterne, elle la trouva. Elle examinait à nouveau la cave, mesurant les dimensions, les comparant aux fondations du bâtiment. Quelque chose la dérangeait à propos de l'espace. La cellule où Léonore était morte ne faisait que 2 mètres sur 2, mais les dimensions extérieures des fondations suggéraient qu'il devrait y avoir plus d'espace. Elle passa 1 heure à taper sur les murs, à l'écoute de son creux, jusqu'à ce qu'elle le trouve, une section du mur qui sonnait différemment, moins solide. Elle l'attaqua avec une masse, brisant le vieux mortier, et découvrit que derrière le premier mur se trouvait un second espace. Cette pièce était encore plus petite que la cellule de Léonore, plus un vide sanitaire qu'une vraie pièce, et elle était remplie d'artefacts. Monique rampa à l'intérieur, emportant sa lanterne avec elle. L'espace faisait peut-être 1,50 m de haut sur 2 mètres de large, et chaque surface était couverte d'objets qui avaient été délibérément cachés. Il y avait des livres de comptes, les vrais, montrant des années de transactions frauduleuses. Il y avait des lettres, des dizaines, documentant des menaces, des pots de vin et des violences. Il y avait un journal, pas celui de Léonore cette fois, mais celui de quelqu'un d'autre, écrit dans un mélange de français et d'une autre langue que Monique ne reconnaissait pas. Et il y avait une boîte en fer blanc scellée à la cire. Monique sortit tout avec précaution, étalant tout dans la zone principale de la cave où elle pourrait l'examiner correctement. Les livres de comptes confirmaient tout ce que Léonore avait écrit. Antoine Morand avait systématiquement trompé les commerçants indigènes pendant des années, enregistrant de faux prix et empochant des milliers de dollars. Le nom de Samuel Laroche apparaissait partout, montrant qu'il avait été un partenaire à part entière dans le stratagème. Les lettres étaient pires.
Elle détaillait des menaces contre quiconque remettait en question les pratiques du comptoir, des paiements à des fonctionnaires territoriaux pour qu'ils ferment les yeux, et, le plus accablant, une lettre datée du 15 mai 1851, d'Antoine à Samuel. Le maréchal est arrivé ce matin, posant des questions sur les comptes de commerce indigènes. Je l'ai retardé avec des excuses, mais il est persistant. Nous devons agir ce soir. Retrouve-moi au comptoir après la tombée de la nuit. Apporte ce dont nous avons discuté. Une autre lettre, datée du 16 mai, c'est fait. Le maréchal ne nous importunera plus. Son cheval a été envoyé vers le nord pour faire croire qu'il a quitté la région. Ses affaires ont été dispersées. Il n'y a aucune preuve nous reliant à sa disparition. Quant à ma fille, elle est en sécurité et le restera jusqu'à ce qu'elle apprenne la discrétion. La femme métisse s'est enfuie, mais sans preuve, elle n'est pas une menace. Les mains de Monique tremblaient en lisant. C'était une confession de meurtre écrite de la main du tueur et cachée pendant plus d'un siècle et demi. Mais c'est la boîte en fer blanc qui changea tout. Elle brisa soigneusement le seau de cire et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un autre journal. Celui-ci avec des pages couvertes de deux écritures différentes, l'une en français soigné, l'autre dans ce que Monique soupçonnait maintenant être du Michif, la langue mixte parlée par de nombreuses communautés métisses. La première page portait un nom, Josette Renard, 1851. Pour Léonore, mon amour. Le journal de Josette. Le récit de ce qui s'était passé de son point de vue. Monique ne pouvait pas lire la plupart. Son français de lycée était insuffisant, et le Michif lui était complètement étranger. Mais il y avait des passages en anglais, des traductions que Josette avait faites, sachant peut-être qu'un jour un anglophone aurait besoin de comprendre. Elle les lut à la lueur de la lanterne, la voix de Josette parlant à travers les années. Ils l'ont prise dans la nuit du 20 mai. J'observais depuis les arbres. J'avais veillé chaque nuit depuis qu'elle avait envoyé la lettre au maréchal, sachant que son père agirait. Je les ai vus amener le corps du maréchal dans une charrette et l'enterrer dans la cour. Je les ai vus traîner Léonore, qui se débattait et criait, jusque dans la cave. Je les ai entendus sceller la porte. Je voulais l'aider. Dieu sait que je voulais forcer cette porte, la libérer, nous enfuir ensemble comme nous l'avions prévu. Mais il y avait 3 hommes, Antoine, Samuel, et un troisième que je n'ai pas reconnu. Tous armés, tous surveillants. Je ne pouvais pas la sauver sans mourir moi-même. Et mourir signifierait que personne ne connaîtrait jamais la vérité. J'ai attendu. 3 jours j'ai attendu dans ces bois, espérant qu'il partirait, espérant trouver un moyen d'entrer. Mais il gardait le bâtiment à tour de rôle. Le 3e jour, les cris ont cessé. Le 4e jour, Antoine et Samuel sont partis pour Kansas City, disant à tout le monde que Léonore était avec eux. Je savais qu'elle était morte. Je savais que mon amour était parti, scellé dans l'obscurité, et qu'il n'y avait rien que je puisse faire. Mais je pouvais m'assurer qu'elle ne soit pas oubliée. J'ai attendu qu'il soit vraiment parti. Puis je suis entré par effraction dans la cave. La porte était verrouillée, mais je suis passé par le mur. Les pierres n'étaient pas bien scellées, et je suis forte après des années de piégeage et de chasse. Il m'a fallu 2 jours pour faire un trou assez grand pour passer. Elle était là, toujours enchaînée, toujours dans le noir. Je l'ai libérée de ses chaînes, je l'ai tenue dans mes bras et j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Je ne pouvais pas l'enterrer convenablement. Je n'avais pas d'outils, pas de temps, et le sol était trop dur. Alors j'ai marqué le mur avec son nom et nos années ensemble. J'ai pris son journal là où elle l'avait caché et je l'ai placé là où quelqu'un pourrait le trouver un jour. Et j'ai écrit ce récit, en français pour que mon peuple puisse le lire, en anglais pour que d'autres puissent comprendre. Je scelle ceci avec toutes les preuves que j'ai pu rassembler. Les livres de contes que j'ai volés dans le bureau d'Antoine. Les lettres que j'ai trouvées. Tout ce qui prouve ce qu'ils ont fait. Je le cache dans un endroit où ils ne penseront jamais à regarder, derrière le mur où ils ont gardé ma bien-aimée. Un jour, quelqu'un le trouvera. Un jour, la vérité sera dite. À quiconque lit ceci, mon nom est Josette Renard. Je suis né en 1830 de Marie Renard et de Jean-Baptiste Lafleur. J'ai aimé une femme nommée Léonore Morand plus que ma propre vie. Elle a été assassinée pour avoir tenté de faire ce qui était juste, et les hommes qui l'ont tuée n'ont jamais été punis. Je ne peux pas rester ici. Il ne me reste rien dans cet endroit que des fantômes et du chagrin. Je pars vers le nord, retrouver le peuple de ma mère au pays de la Rivière Rouge.
Si je survis au voyage, je raconterai cette histoire à quiconque voudra bien l'écouter. Si je ne survis pas, alors que ce journal soit mon témoignage. Léonore croyait en la justice. Elle croyait en la vérité. Elle est morte en croyant que quelqu'un se soucierait assez pour arranger les choses. S'il vous plaît, prouvez-lui qu'elle avait raison. S'il vous plaît, faites que sa mort ait un sens. L'entrée était datée du 3 juillet 1851, et c'était la dernière du journal. Monique resta assise là, dans la cave, entourée de preuves de meurtre, de vol et de vérité enterrée, et elle pleura. Pour Léonore, enfermée dans l'obscurité et laissée pour morte. Pour Josette, forcée de laisser la femme qu'elle aimait derrière elle. Pour la justice qui n'était jamais venue, pour l'histoire qui avait été délibérément oubliée. Mais Josette avait eu raison sur une chose. Quelqu'un s'en était soucié. Quelqu'un avait trouvé la vérité. Monique rassembla tout avec soin, les journaux, les livres de comptes, les lettres, la boîte en fer blanc. Elle les transporta tous à l'étage et dehors, dans l'air frais de la nuit. Les étoiles brillaient au-dessus, d'une clarté qu'on ne trouvait que dans les montagnes. Et un instant, elle s'imagina Josette faisant ce même voyage vers le nord, portant le même chagrin, s'accrochant au même espoir. Elle avait tout maintenant, l'histoire complète documentée par les mots de ceux qui l'avaient vécue. Dans 2 jours, à la réunion publique, elle la raconterait. Elle donnerait à Léonore et Josette la justice qu'elle n'avait jamais reçue. Elle chargeait les preuves dans sa camionnette quand elle sentit la fumée. L'ancien comptoir commercial était en feu. Les flammes grimpaient déjà le long du mur arrière, se propageant plus vite que possible. Quelqu'un avait utilisé un accélérant, en grande quantité, et le vieux bois sec prenait comme une allumette. Monique courut à sa camionnette et attrapa l'extincteur qu'elle gardait derrière le siège. Elle le pulvérisa sur les flammes, mais c'était inutile. Le feu était déjà trop grand, trop chaud. Elle appela les pompiers, signala l'incendie, puis resta impuissante à regarder le bâtiment qu'elle s'était embattue pour préserver brûler. Les pompiers volontaires arrivèrent 20 minutes plus tard, mais à ce moment-là, le comptoir était entièrement la proie des flammes. Ils ne purent que l'empêcher de se propager aux arbres environnants. Monique le regarda brûler, se sentant engourdie. Toute cette histoire, toutes ces preuves du passé du bâtiment, partit en fumée. Si elle n'avait pas tout sorti ce soir-là, si elle avait attendu ne serait-ce qu'un jour de plus, la preuve aurait été détruite. Le commandant Perrier arriva et se tint à côté d'elle. « Incendie criminel », dit-il sèchement. « 3e incendie dans le département ce mois-ci. Nous avons un problème. » Ce n'était pas du vandalisme au hasard, dit Monique. Quelqu'un a essayé de détruire des preuves. Des preuves de quoi? De meurtre. De corruption. D'une dissimulation qui dure depuis plus de 170 ans. Elle se tourna vers lui. J'ai des preuves, commandant. Des documents, des journaux, des lettres de confession. Et quelqu'un veut les détruire au point de brûler un bâtiment historique. Perrier la regarda un long moment. Vous parlez des Morans. Vous êtes au courant? Tout le monde dans ce village est au courant, d'une manière ou d'une autre. La plupart d'entre nous en savent juste assez pour laisser ça tranquille, soupira Théil. Mais si vous avez de vraies preuves, des preuves documentées, alors je dois les voir. Venez à la réunion publique mardi soir. Je présenterai tout à ce moment-là. Est-ce que Stéphane Laroche est au courant de ça? Oui. Alors vous feriez mieux de faire attention. Les Laroche ont beaucoup à perdre si cette histoire sort. Comme s'il était invoqué par son nom, le camion de Stéphane s'arrêta. Il sortit et contempla le bâtiment en feu, son expression indéchiffrable. Dommage, dit-il. Un bâtiment historique comme ça. Une vraie perte pour la ville. Vraiment? Demanda froidement Monique. Où est-ce exactement ce que vous vouliez? Stéphane se tourna vers elle, son visage se durcissant. Faites attention à ce que vous m'accusez, Madame Dupont. L'incendie criminel est un crime grave. Le meurtre aussi. Ils se regardèrent fixement à travers l'espace qui les séparait, le bâtiment en feu crépitant en arrière-plan. Le commandant Perrier les observait tous les deux, sa main reposant nonchalamment sur sa ceinture, près de sa radio. Je serai à cette réunion mardi, dit finalement Stéphane. J'ai hâte de voir ce que vous pensez avoir trouvé. Il remonta dans sa camionnette et partit. Monique resta jusqu'à ce que le feu soit éteint, jusqu'à ce que le comptoir ne soit plus que des ruines fumantes et du bois carbonisé.
Le bâtiment avait disparu, mais l'histoire, non. Les preuves étaient en sécurité. La vérité serait dite. Et mardi soir, devant des témoins, des journalistes et quiconque d'autre voudrait bien écouter, elle s'assurerait que Léonore Morand et Josette Renard obtiennent enfin la justice qu'elles méritaient. Les 2 jours précédant la réunion passèrent dans une préparation minutieuse. Monique déplaça les documents originaux dans un coffre de banque à Clermont-Ferrand, ne gardant que des copies de haute qualité pour la présentation. Marie travailla avec la Société historique de l'État pour organiser la présence de leurs représentants, et ils contactèrent un réalisateur de documentaires spécialisé dans les injustices historiques. Le journal de Clermont-Ferrand envoya un journaliste. Un autre grand journal régional en envoya un aussi. Même la radio publique eut vent de l'histoire et demanda une interview pour après la présentation. La nouvelle se répandit dans Beaumont-sur-Loire comme une traînée de poudre. La salle de réunion de la bibliothèque ne pouvait contenir que 60 personnes, et Marie recevait des appels de résidents voulant réserver des places. Certains étaient favorables, curieux de l'histoire cachée de la ville. D'autres étaient hostiles, accusant Monique de chercher les ennuis pour attirer l'attention. La réponse de Stéphane Laroche fut plus calculée. Il publia une déclaration par l'intermédiaire de son avocat, qualifiant la présentation à venir des « exemples regrettables de révisionnisme historique » et suggérant que Monique exploitait une histoire tragique de pionnier à des fins personnelles. Il annonça qu'il assisterait à la réunion pour « rétablir la vérité » et défendre le bon nom de sa famille. La veille de la réunion, quelqu'un laissa un corbeau mort sur le seuil de Monique, le cou tordu. Le message était clair, primitif et inefficace. Elle le photographia, le signala à la gendarmerie et jeta l'oiseau dans les bois pour les charognards. Elle n'avait pas peur, ou plutôt, elle avait peur, mais refusait de laisser la peur l'arrêter. Ce soir-là, Marie vint au chalet. Elles s'assirent près du poêle à bois, buvant du thé, passant en revue la présentation une dernière fois. Elles avaient organisé les preuves chronologiquement, le journal de Léonore d'abord, puis les livres de contes montrant le vol, puis les lettres prouvant la conspiration, puis le témoignage de Josette, et enfin les preuves matérielles de l'insigne du maréchal et de la cellule où Léonore était morte. C'est irréfutable, dit Marie. Même si les gens ne veulent pas y croire, ils ne pourront pas le nier. La documentation est trop complète. Stéphane essaiera. Il prétendra que les journaux sont des faux, que nous avons tout fabriqué. Qu'il le fasse. Nous avons les originaux dans un endroit sûr, et la Société historique a déjà authentifié le papier, l'encre et l'écriture. Ils ont confirmé que tout est cohérent avec la période des années 1850. Marie posa sa tasse de thé. Monique, vous avez fait quelque chose de remarquable ici. Vous avez donné une voix à 2 femmes qui ont été délibérément réduites au silence. Quoi qu'il arrive demain, c'est ce qui compte. Que pensez-vous qu'il va se passer? Honnêtement, je pense que Stéphane et certaines des vieilles familles vont réagir très fort. Il y aura du déni, de la colère et probablement des accusations odieuses. Mais je pense aussi qu'il y a des gens dans cette ville, de bonnes personnes, qui veulent faire ce qui est juste, qui veulent reconnaître ce qui s'est passé et réparer. Peut-on réparer un meurtre? Non, mais on peut le reconnaître. On peut honorer les victimes. On peut s'assurer que leur histoire est racontée honnêtement. Marie marqua une pause. Et on peut s'assurer que ça ne se reproduise plus. Après le départ de Marie, Monique resta seule près du poêle, pensant au lendemain. Elle avait préparé tout ce qu'elle pouvait. La présentation était organisée. Les preuves étaient sécurisées. Les témoins étaient prêts. Mais elle savait que se tenir devant la ville et accuser l'une de ses familles les plus importantes de meurtre, même un meurtre commis il y a des générations, exigerait chaque once de courage qu'elle possédait. Elle pensa à Léonore, écrivant dans son journal à la lueur d'une bougie, documentant la vérité même alors que le danger se refermait sur elle. Elle pensa à Josette, forçant un mur de pierre pour tenir son amante morte une dernière fois, puis marchant vers le nord vers un avenir incertain, ne portant rien d'autre que le chagrin et la vérité. Si elles avaient pu affronter cela, Monique pouvait affronter une réunion publique hostile. Elle s'habilla avec soin le lendemain, un jean propre, un chemisier blanc et la jupe rouge. Une armure pour la bataille à venir. Elle chargea le matériel de présentation dans sa camionnette, vérifiant tout 2 fois, puis descendit la montagne vers Beaumont-sur-Loire. La ville semblait différente alors qu'elle la traversait. Les gens se tenaient en petits groupes sur les trottoirs, discutant. Elle vit la camionnette de Stéphane Laroche garée devant le bistrot, entourée de plusieurs autres véhicules coûteux. Une réunion de stratégie,
probablement, des plans pour la discréditer. Qu'il planifie. La vérité n'avait pas besoin de stratégie. Elle arriva à la bibliothèque 2 heures à l'avance pour aider Marie à s'installer. Elles disposèrent les chaises en rangée, installèrent un écran de projection pour afficher les photographies des documents et testèrent le microphone. Marie avait fait en sorte que la réunion soit enregistrée, audio et vidéo, s'assurant qu'il n'y aurait pas de contestation sur ce qui serait dit. À 17h30, les gens faisaient déjà la queue à l'extérieur. La réunion ne devait commencer qu'à 18h, mais la salle était à moitié pleine un quart d'heure avant. Monique reconnut certains visages, Philippe Martin de l'épicerie, Nathalie Dubois de la Poste, Pierre Lefebvre, l'historien amateur. Il y avait aussi des gens qu'elle ne connaissait pas, certains qui semblaient favorables et d'autres qui semblaient en colère avant même que quoi que ce soit n'ait été dit. Les journalistes arrivèrent, professionnels et neutres, installant leur matériel d'enregistrement. Les représentants de la société historique suivirent, 2 universitaires de l'université de la ville voisine, tous 2 porteurs de mallettes pleines de documentation pour soutenir l'authenticité des preuves. 5 minutes avant 18h, Stéphane Laroche arriva avec un entourage, son avocate, une femme à l'allure vive dans un costume cher, un homme que Monique ne reconnaissait pas mais qui se comportait comme quelqu'un habitué à l'autorité, et 3 autres personnes, toutes bien habillées, toutes arborant la même expression de colère contenue. Ils prirent place au premier rang, directement face au podium. Stéphane croisa le regard de Monique à travers la pièce, son expression dure. Elle soutint son regard, refusant de détourner les yeux la première. À 18h précises, Marie ouvrit la séance. Bonsoir à tous. Merci d'être venus à cette présentation historique spéciale. Ce soir, Monique Dupont partagera les résultats de ses recherches sur l'histoire de l'ancien comptoir commercial Morand. Avant de commencer, je tiens à rappeler à tous que ceci est un forum public. Veuillez être respectueux, gardez vos questions pour la fin et vous souvenir que nous sommes ici pour apprendre l'histoire de notre ville, aussi difficile que cette histoire puisse être. Elle s'écarta et Monique prit le podium. Son cœur battait la chamade, mais ses mains étaient stables. Elle regarda la salle comble, 60 personnes, peut-être plus, debout au fond, tous attendant d'entendre ce qu'elle avait à dire. Elle prit une profonde inspiration et commença. Je m'appelle Monique Dupont. Il y a 6 semaines, j'ai acheté l'ancien comptoir commercial Morand pour 1 euro lors d'une vente aux enchères départementales. Je pensais acheter un bâtiment historique à restaurer. Ce que j'ai trouvé, ce sont les preuves de crimes qui sont restés impunis pendant plus de 170 ans. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de 2 femmes, Léonore Morand et Josette Renard, et ce qui leur est arrivé en 1851. Elle commença la présentation, affichant la première image à l'écran, le médaillon avec la photographie des 2 femmes. Voici Léonore et Josette. Elles étaient amies. Elles étaient amantes. Et l'une d'elles a été assassinée pendant que l'autre était forcée de regarder. Un murmure parcourut la foule. L'avocate de Stéphane Laroche se pencha en avant, prenant des notes. Monique continua, présentant méthodiquement les preuves, les entrées du journal de Léonore lues à voix haute, dans ses propres mots, les livres de comptes montrant le vol systématique, les lettres entre Antoine Morand et Samuel Laroche, y compris celles qui prouvaient qu'ils avaient assassiné le maréchal Fèvre, le témoignage de Josette décrivant ce dont elle avait été témoin et comment elle avait essayé de préserver la vérité, et enfin, les preuves matérielles, l'insigne, la cellule, les chaînes. Elle parla pendant 45 minutes, et la salle était complètement silencieuse, à l'exception de sa voix. Certaines personnes pleuraient, d'autres semblaient choquées. Quelques-uns, dont Stéphane Laroche, étaient assis les bras croisés, le visage figé dans le déni. Quand elle eut terminé, elle afficha une dernière image à l'écran. C'était l'inscription que Josette avait gravée dans la pierre. Léonore Morand, 1829 à 1851. Pardonne-moi, J, c'est ce qui reste, dit Monique doucement. Un nom gravé dans la pierre. Une histoire qui devait être oubliée. Mais Josette Renard s'est assurée qu'elle ne le soit pas. Elle a tout documenté. Elle a caché les preuves là où elles survivraient. Et elle a abandonné tout ce qu'elle aimait, sachant qu'elle ne serait peut-être jamais crue, mais espérant qu'un jour, quelqu'un se soucierait assez pour regarder. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer. Je suis cette personne. Et maintenant, vous le savez tous aussi. La question est, qu'allons-nous faire à ce sujet? Stéphane Laroche se leva avant que Monique ne puisse passer la parole aux questions. Son visage était rouge, sa voix tendue de colère contenue.
C'est de la fiction, dit-il fort. C'est l'interprétation d'une seule personne de vieux documents sortis de leur contexte et arrangés pour raconter une histoire sensationnaliste. Mon arrière-arrière-grand-père, Samuel Laroche, était un homme d'affaires respecté et un leader communautaire. Suggérer qu'il a été impliqué dans un meurtre basé sur des papiers centenaires qui ne peuvent être vérifiés est irresponsable et diffamatoire. Monique s'y attendait. Elle fit un signe de tête à l'une des représentantes de la société historique, Chloélie, qui se leva et s'approcha du micro. « Monsieur Laroche, je suis Chloélie du département d'histoire de l'université. J'ai personnellement examiné tous les documents que Madame Dupont a présentés, et je peux certifier qu'il s'agit de matériaux d'époque authentique. Le papier, l'encre, la reliure et l'écriture ont tous été analysés et sont cohérents avec les documents des années 1850. Ce ne sont pas des faux ni des fabrications. Mais l'interprétation, commença Stéphane. L'interprétation est étayée par les documents eux-mêmes, interrompit calmement Chloélie. La lettre datée du 15 mai 1851 discute explicitement des plans pour agir contre le maréchal. La lettre du lendemain déclare que c'est fait et décrit la manière de se débarrasser de ses affaires pour faire croire qu'il a quitté la région. Ce n'est pas un langage ambigu, monsieur Laroche. C'est une confession de meurtre écrite par un homme mort depuis plus d'un siècle, qui ne peut pas se défendre. C'est vrai, dit Monique, reprenant le micro. Antoine Morand et Samuel Laroche ne peuvent pas se défendre. Mais Léonore Morand et Alban Fèvre non plus. Ils ont été assassinés, et les personnes qui les ont tués n'ont jamais eu à rendre de compte. Non pas parce qu'il n'y avait pas de preuves, mais parce qu'ils avaient le pouvoir et l'ont utilisé pour enterrer la vérité. Une femme au 3e rang se leva. Monique la reconnaissait de vue, mais ne connaissait pas son nom. « Je suis Léa Renard-Baptiste, » dit la femme. Sa voix tremblait légèrement, mais elle parla clairement. Mon arrière-arrière-arrière-grand-mère était Josette Renard. La salle devint complètement silencieuse. Léa continua, « Ma famille a des histoires orales qui correspondent à tout ce que Madame Dupont a présenté ce soir. On nous a raconté que Josette est tombée amoureuse d'une femme blanche, que le père de cette femme était un homme cruel qui trompait notre peuple, que l'amante de Josette a été tuée et que Josette s'est enfuie vers le nord, à Rivière-Rouge. On nous a dit qu'elle a passé le reste de sa vie en deuil, qu'elle n'a jamais cessé de parler de ce qui s'est passé ici, et qu'elle a fait promettre à notre famille de se souvenir, de ne jamais laisser le nom de Léonore être oublié. » Elle se tourna vers Stéphane. « Alors, quand monsieur Laroche dit que c'est de la fiction, je veux qu'il sache que ma famille porte cette vérité depuis 5 générations. Nous avons toujours su. Nous n'avions simplement pas de preuves, jusqu'à maintenant. » Léa s'assit et plusieurs personnes près d'elle tendirent la main pour toucher son bras en signe de soutien. Au premier rang, l'avocate de Stéphane lui chuchotait urgemment à l'oreille. Pierre Lefebvre se leva ensuite. « Je recherche l'histoire de Beaumont-sur-Loire depuis 40 ans. J'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec l'histoire des Morand pendant la plupart de ce temps. Trop de lacunes, trop de contradictions. Mais je n'ai jamais eu le courage d'insister comme l'a fait Madame Dupont. Je tiens à la remercier pour cela, et je veux dire publiquement que je la crois. » Chaque mot. D'autres personnes se levèrent, prenant la parole pour la soutenir. Philippe Martin reconnut que son grand-père lui avait dit de laisser l'affaire Morand tranquille quand il était jeune. Nathalie de la Poste dit que sa mère avait mentionné que la famille Laroche avait des secrets qu'elle payait pour garder. Tout le monde n'était pas favorable. Un homme dans la cinquantaine, portant une veste coûteuse, se leva et déclara que déterrer de vieilles accusations n'aide personne, et que détruire de bons noms de famille avec des allégations non prouvées est honteux. Plusieurs autres hochèrent la tête en signe d'accord, mais la dynamique avait changé. L'histoire était sortie, documentée et soutenue par de multiples sources. Elle ne pouvait plus être remise dans sa boîte. Stéphane se leva de nouveau, son sang-froid se fissurant. « Même si tout ce que vous dites est vrai, même si mon ancêtre a été impliqué dans quelque chose de terrible, c'était il y a près de 200 ans. Cela n'a rien à voir avec moi ou ma famille aujourd'hui. Pourquoi devrions-nous être tenus responsables de quelque chose que nous n'avons pas fait? Personne ne vous tient personnellement responsable de meurtre, dit Monique. Mais vous avez essayé d'empêcher que cette histoire soit racontée. Vous avez laissé des notes menaçantes. Vous avez fait vandaliser ma camionnette. Et quelqu'un, je ne dis pas que c'était vous, mais quelqu'un avec beaucoup à perdre de la révélation de cette vérité, a incendié le comptoir il y a 2 nuits. Je n'ai rien à voir avec cet incendie. Peut-être pas directement, mais vous avez clairement fait savoir que vous vouliez que le passé reste enterré.
Et quand je n'ai pas arrêté de creuser, les menaces se sont intensifiées. Elle se pencha légèrement en avant. Voici ce que je pense, monsieur Laroche. Je pense que vous avez grandi en sachant quelque chose sur l'histoire de votre famille. Peut-être pas toute l'histoire, mais assez pour savoir qu'il y avait des secrets. Et quand j'ai acheté ce comptoir et commencé à trouver des preuves, vous avez réalisé que ces secrets étaient sur le point de détruire la réputation de votre famille. Alors, vous avez essayé de m'arrêter. C'est de la spéculation. La gendarmerie a les notes que vous ou quelqu'un d'autre a laissées. Elle a des rapports sur le vandalisme. Elle a la documentation de l'incendie criminel. La voix de Monique était stable, implacable. Et maintenant, grâce à cette présentation, elle a un mobile. Si j'étais vous, monsieur Laroche, je serais plus inquiet de ce qui va se passer ensuite en termes d'enquête criminelle que de défendre la réputation de vos ancêtres. Le commandant Perrier, qui se tenait à l'arrière, s'avança. Madame Dupont a raison. J'ouvrirai une enquête sur les notes menaçantes, le vandalisme et l'incendie criminel. Si quelqu'un a des informations sur ces incidents, je l'encourage à se manifester. L'avocate de Stéphane posa une main sur son bras, mais il la repoussa. Vous faites tous une erreur. Cette femme arrive dans notre ville, achète une propriété à laquelle elle n'a aucun lien, et commence à faire des accusations folles basées sur de vieux papiers. C'est une étrangère qui essaie de détruire cette communauté. Je ne détruis rien, dit Monique doucement. Je révèle ce qui a déjà été détruit. Deux vies écourtées par la cupidité et la haine. Je leur rends leur voix. Ce n'est pas de la destruction, monsieur Laroche. C'est la justice. La salle éclata en dispute. Certains se levèrent pour soutenir Monique, d'autres criant leur accord avec Stéphane. Marie dut appeler à l'ordre à plusieurs reprises, menaçant finalement de mettre fin à la réunion si les gens ne pouvaient pas rester civilisés. Dans le chaos, Léa Renard-Baptiste se leva de nouveau. Elle pleurait, mais sa voix perça le bruit. « J'ai quelque chose que j'aimerais partager, dit-elle. Quelque chose que ma grand-mère m'a donné avant de mourir. » Elle sortit un papier plié de son sac à main et le déplia avec soin. C'est une lettre. Elle est écrite en français et en michif, et elle est datée de 1852. C'est de Josette à sa sœur, écrite après son arrivée à Rivière-Rouge. Ma grand-mère me l'a traduite. J'aimerais en lire une partie. La salle se tut. Léa commença à lire, sa voix tremblant d'émotion. Je suis en vie, mais mon cœur est enterré en territoire du Montana. Léonore était tout ce qu'il y a de bon en ce monde, et ils l'ont tuée pour m'avoir aimé et pour avoir essayé de faire ce qui était juste. Je porte son souvenir comme une pierre dans ma poitrine. Certains jours, je peux à peine respirer sous son poids. Mais je ne la laisserai pas être oubliée. Je raconterai notre histoire à tous ceux qui voudront bien l'écouter. J'enseignerai à mes enfants et à leurs enfants ce qui s'est passé, comment l'amour peut être courageux, même quand le monde est cruel. Un jour, quelqu'un me croira. Un jour, il y aura justice. Léa baissa la lettre, des larmes coulant sur son visage. Josette était l'arrière-grand-mère de ma grand-mère. Elle est morte en 1892, 40 ans après Léonore. Elle ne s'est jamais mariée. Elle n'a jamais cessé de pleurer sa perte, et elle n'a jamais cessé de dire la vérité. Elle regarda directement Stéphane. Alors, quand vous dites que cela n'a pas d'importance, quand vous dites que nous devrions laisser le passé enterré, je veux que vous compreniez quelque chose. Ce n'est pas seulement de l'histoire pour ma famille. C'est notre sang. C'est le cœur brisé de notre ancêtre, porté à travers les générations. Et nous en avons fini de nous taire. La salle de réunion était absolument silencieuse. Même Stéphane n'avait aucune réponse. Monique sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Le soulagement, le chagrin, la justification, tout mélangé. C'était pour ça qu'elle s'était embattue. Pas seulement pour les archives historiques, mais pour ça, pour que les descendants de Josette voient enfin la vérité de leur famille reconnue, pour que la mémoire de Léonore soit honorée, pour une justice retardée mais non déniée. La réunion se poursuivit pendant une autre heure, mais le cœur émotionnel avait été atteint avec le témoignage de Léa. Les gens posèrent des questions, offrirent des commentaires et partagèrent leurs propres histoires familiales qui croisaient l'histoire des Morand. Les représentants de la société historique s'engagèrent à mener une enquête complète et à documenter le cas. Les journalistes interviewèrent plusieurs personnes, recueillant des perspectives pour leurs articles. Pendant tout ce temps,
Stéphane Laroche resta assis en silence, le visage pâle, son avocate lui chuchotant de temps en temps à l'oreille. Lorsque la présentation formelle se termina et que les gens commencèrent à se disperser, il se leva et s'approcha du podium où Monique rassemblait ses affaires. « Je dois vous parler, dit-il doucement. En privé. » Monique jeta un coup d'œil à Marie, qui hocha la tête. Le commandant Perrier se rapprocha, se positionnant à portée de voix. Quoi que Stéphane ait à dire, il y aurait des témoins. « Je n'ai pas incendié votre bâtiment, dit Stéphane. » Sa voix était différente maintenant, lasse, vaincue. « Je vous le jure, je n'ai rien à voir avec ça. Mais vous saviez pour le reste. Les notes, le vandalisme. » Il hésita, puis hocha la tête. « Mon cousin, Franck Laroche il est très protecteur du nom de la famille. Quand je lui ai dit ce que vous trouviez, il a pris sur lui d'essayer de vous faire peur. Je ne lui ai pas demandé de le faire. Mais je ne l'ai pas arrêté non plus. Pourquoi pas? Parce que j'avais peur. Toute ma vie, j'ai su qu'il y avait quelque chose de sombre dans notre histoire familiale. Mon grand-père m'a dit un jour, quand j'étais jeune, que les Laroche avaient fait des choix difficiles dans des temps difficiles et que nous devions protéger ce que ces choix avaient construit. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire jusqu'à ce que vous commenciez à trouver des preuves. Alors vous avez essayé de le dissimuler. J'ai essayé d'empêcher que cela ne devienne public. Il y a une différence. Vraiment? Monique rangea le reste de ses documents. Votre ancêtre a aidé à assassiner 2 personnes et s'est enrichi avec de l'argent volé. Votre famille a bâti sa richesse et son influence sur ces crimes. Et quand quelqu'un a essayé de l'exposer, vous avez tenté de l'intimider pour la faire taire. Ce n'est pas de la protection, monsieur Laroche. C'est de la complicité. Stéphane resta silencieux un moment. Que voulez-vous de moi? Je veux une reconnaissance. Je veux que votre famille admette publiquement ce que Samuel Laroche a fait. Je veux que des réparations soient versées à la famille Renard et aux descendants de Morand, s'il en existe. Et je veux qu'un mémorial soit construit sur le site du comptoir, honorant Léonore et Josette et racontant leur histoire honnêtement. Et si je refuse? Alors le procureur général de l'État enquêtera, comme ils ont déjà indiqué qu'ils prévoyaient de le faire. Ils examineront si les propriétés actuelles de votre famille sont basées sur des transactions frauduleuses. Ils examineront si des crimes ont été commis dans la dissimulation. Et chaque détail sera rendu public, traînant le nom de votre famille dans tous les journaux du pays. Elle le fixa dans les yeux. Ou vous pouvez prendre les devants. Vous pouvez être le Laroche qui a finalement fait ce qui était juste. Stéphane resta là un long moment, le poids des générations pesant sur lui. Finalement, il hocha la tête. Je parlerai à ma famille. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Il s'éloigna, suivi par son avocate et son entourage. Monique le regarda partir, ressentant un mélange d'épuisement et de satisfaction. Ce n'était pas tout ce qu'elle avait espéré, mais c'était un début. Le commandant s'approcha. Je pensais ce que j'ai dit à propos de l'enquête. J'aurai besoin des coordonnées de votre cousin, et j'aurai besoin des dépositions de tous ceux qui ont été menacés. Je coopérerai pleinement, dit Monique. Bien. Et Madame Dupont, il toucha le bord de son képi. Je m'excuse de ne pas avoir pris cela plus au sérieux dès le début. Vous avez eu raison d'insister. Après le départ du commandant, Marie l'étreignit. Tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. Nous l'avons fait, corrigea Monique. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans toi. Léa Renard-Baptiste s'approcha, les yeux encore rouges de larmes. Merci, dit-elle simplement. Ma grand-mère aurait été si reconnaissante de savoir que ce jour est enfin arrivé. Merci à vous d'avoir parlé. Votre témoignage a tout changé. J'ai quelque chose pour vous. Léa sortit un petit paquet de son sac, enveloppé dans du tissu. C'était à Josette. C'est dans notre famille depuis des générations. Je pense qu'elle voudrait que vous l'ayez. Monique le déballa avec précaution. À l'intérieur se trouvait une pochette perlée, magnifiquement faite, avec un motif de fleurs travaillées en perles bleues et blanches. À l'intérieur de la pochette se trouvait une fleur pressée, cassante avec l'âge, et une petite tresse de cheveux noirs attachée avec un ruban délavé. Les cheveux de Léonore, dit doucement Léa. Josette les a portés avec elle pendant 40 ans. Ils ont été enterrés avec elle quand elle est morte. Les yeux de Monique s'emplirent de larmes.
Elle tenait la pochette avec précaution, consciente de tenir quelque chose de précieux au-delà de toute mesure, un gage d'amour qui avait survécu au chagrin, à la distance et au temps lui-même. Cette nuit-là, longtemps après que tout le monde soit rentré chez soi, Monique et Marie s'assirent dans la bibliothèque vide, digérant ce qui s'était passé. Le conseil municipal a convoqué une réunion d'urgence, dit Marie. Il vote demain pour savoir s'il faut créer une commission historique pour enquêter officiellement sur l'affaire Morand. Est-ce que ça passera? Je le pense. Il y a trop de pression publique maintenant. Et les Laroche ont perdu leur capacité à contrôler le récit. Marie sourit. Tu as changé cette ville ce soir, Monique. Peut-être que tout le monde n'en est pas content, mais tu l'as changé. Léonore et Josette l'ont changé. Je me suis juste assuré que les gens les entendent. Ne sous-estime pas ce que tu as fait. Il a fallu du courage, un vrai courage, pour te tenir là et raconter cette histoire, sachant que tu ferais face à de l'opposition et à des menaces. Tu aurais pu abandonner à tout moment. Tu ne l'as pas fait. Monique pensa à la jupe rouge, à 40 ans dans la montagne, au moment où elle avait décidé d'acheter un comptoir en ruine pour 1 euro. Chaque choix avait mené ici, à ce moment où la vérité émergeait enfin des ténèbres. Je ne pouvais pas abandonner, dit-elle. Une fois que j'ai lu les mots de Léonore, une fois que j'ai compris ce qu'on lui avait fait, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle méritait que son histoire soit racontée. Elles le méritaient toutes les deux. Dehors, Beaumont-sur-Loire dormait, mais quelque chose avait bougé dans ses fondations. Le passé avait été mis en lumière, examiné et reconnu. Le travail de guérison pouvait enfin commencer. 3 mois passèrent avant que Monique ne retourne sur le site du comptoir. C'était début décembre, et la neige avait commencé à saupoudrer les montagnes de blanc. Les ruines incendiées avaient été déblayées, le sol nivelé, et à leur place se dressait quelque chose de nouveau. Le mémorial était simple mais beau. Une plateforme en pierre avec des bancs disposés en cercle, et au centre, un monument en granit de 2,5 mètres de haut. D'un côté était gravé, à la mémoire de Léonore Morand, 1829 à 1851, et de Josette Renard, 1830 à 1892. Leur amour, réduit au silence mais non oublié. Leur vérité, maintenant révélée. De l'autre côté, des extraits de leurs 2 journaux, choisis par Léa Renard-Baptiste et Monique ensemble. Les mots de Léonore sur l'amour et le courage. Les mots de Josette sur le chagrin et l'espoir. Autour du mémorial, de jeunes trembles avaient été plantés, 22 d'entre eux, un pour chaque année de la vie de Léonore. Au printemps, ils bourgeonneraient en vert vif, et en automne, ils deviendraient dorés. Ils grandiraient, grands et forts, un témoignage vivant de la résilience. La cérémonie d'inauguration avait eu lieu la semaine précédente, en présence de plus de 200 personnes. La famille Laroche avait publié une déclaration publique reconnaissant le rôle de Samuel Laroche dans les meurtres et s'engageant à créer un fonds pour la préservation historique et l'éducation indigène à Beaumont-sur-Loire. Ce n'était pas suffisant. Rien ne pouvait vraiment équilibrer la balance, mais c'était un début. Stéphane Laroche lui-même avait assisté à la cérémonie, se tenant discrètement à l'arrière. Il s'était approché de Monique par la suite, lui avait serré la main et avait dit simplement « Merci de ne pas avoir laissé cela rester enterré ». Maintenant, seule devant le mémorial par un froid matin de décembre, Monique déposa un bouquet de fleurs sauvages, séchées maintenant, conservées de l'été, dans le support à la base de la pierre. Elle faisait cela 1 fois par semaine depuis l'ouverture du mémorial, et elle prévoyait de continuer aussi longtemps qu'elle le pourrait. J'ai tenu ma promesse, dit-elle doucement à la pierre, au vent, à ce qui restait de Léonore et de Josette en ce lieu. Votre histoire est racontée. Les gens savent ce qui s'est passé. Ils savent que vous avez existé, que vous avez aimé, que vous avez compté. Elle s'assit sur l'un des bancs, resserrant son manteau contre le froid. Sa jupe rouge en dessous était visible, vive contre le jour gris. Sa vie avait changé de manière inattendue. L'histoire avait été reprise par les médias nationaux, et il y avait eu des demandes d'interviews, des invitations à des conférences, même une équipe de documentaires qui voulait filmer son histoire. Elle avait accepté une partie, refusé la plupart. Il ne s'agissait pas d'elle, et elle essayait de garder l'attention là où elle devait être, sur Léonore et Josette. Mais certains changements avaient été les bienvenus. Elle n'était plus seule, pas de la manière dont elle l'avait été pendant 40 ans. Marie visitait le chalet régulièrement maintenant, et elles étaient devenues de véritables amies, pas seulement des connaissances occasionnelles. Léa Renard-Baptiste était devenue une compagne proche aussi,
les deux femmes se liant par leur engagement commun à honorer le passé. La ville elle-même avait changé. La commission historique avait été créée, et ils travaillaient méthodiquement sur l'histoire de Beaumont-sur-Loire, identifiant d'autres histoires qui devaient être racontées, d'autres injustices qui devaient être reconnues. C'était un travail douloureux, forçant les gens à affronter des vérités inconfortables sur leur ville et leur famille, mais c'était nécessaire. Et le site du comptoir était devenu un lieu de rassemblement. Monique y trouvait souvent des gens, assis tranquillement à lire les inscriptions, laissant des fleurs ou de petits jetons. C'était devenu un mémorial non seulement pour Léonore et Josette, mais pour quiconque avait été réduit au silence, quiconque avait aimé au mépris de la cruauté du monde, quiconque s'était battu pour la vérité contre le pouvoir. Des pas crissèrent dans la neige derrière elle. Monique se tourna pour voir Léa s'approcher, portant un thermos et 2 tasses. « Je pensais bien que tu serais là, » dit Léa en s'asseyant à côté d'elle. « J'ai apporté du café. » Elles restèrent assises en silence pendant un moment, buvant leur café et regardant la neige tomber doucement sur les trembles. « J'ai réfléchi, » dit finalement Léa, « à écrire un livre. L'histoire de ma famille, l'histoire de Josette, tout ça. Tu m'aiderais ? Ce serait un honneur. Et je veux utiliser le nom qu'elle aurait voulu. Pas seulement l'histoire de Josette Renard ou quelque chose d'académique comme ça. Je veux l'appeler ce que c'était, une histoire d'amour qui a survécu à tout. » Monique sourit. « Comment l'appellerais-tu ? Sœur en tout sauf par le sang. » C'est ce que disait le médaillon. C'est ce qu'elles étaient l'une pour l'autre. Une famille par choix, liée par l'amour plutôt que par la loi. C'est parfait. Elles finirent leur café alors que la neige continuait de tomber, recouvrant le mémorial de blanc, rendant tout propre et nouveau. Le passé ne pouvait pas être changé, mais il pouvait être honoré. Les morts ne pouvaient pas être ramenés, mais on pouvait se souvenir d'eux, vraiment. Alors qu'elle se levait pour partir, Monique posa sa main sur le granit froid. « Reposez en paix, » murmura-t-elle. « Votre histoire est en sécurité. Je le promets. » Elle et Léa retournèrent ensemble à leur véhicule, mais Monique se tourna une dernière fois avant de monter dans sa camionnette. Le mémorial se dressait, solide, sur fond de montagne, les mots gravés assez profondément pour durer des générations. Certaines choses restent enterrées. Mais d'autres, les choses importantes, les choses vraies, finissent par trouver leur chemin vers la lumière. Monique remonta la montagne vers son chalet, la jupe rouge vive contre le siège de la camionnette, la satisfaction de l'achèvement s'installant chaudement dans sa poitrine. Elle avait vécu seule pendant 40 ans, mais elle n'avait jamais rien fait de plus important que ces 3 derniers mois. Elle avait donné une voix aux sans-voix. Elle avait transformé le silence en histoire. Elle avait prouvé qu'une femme têtue avec un euro et un engagement envers la vérité pouvait tout changer. Alors qu'elle se garait à son chalet et sortait dans la neige, elle pensa à demain, au jour suivant et au suivant, à la vie qui s'étendait devant elle, plus tout à fait aussi solitaire, plus tout à fait aussi petite. Elle pensa à Léonore, qui avait écrit à la lueur d'une bougie sur l'amour et le courage. À Josette, qui avait marché vers le nord, portant le chagrin et l'espoir à parts égales. À toutes les femmes qui l'avaient précédée, qui avaient survécu, s'étaient battues et avaient refusé d'être oubliées. Et elle entra, accrocha la jupe rouge à son crochet, et alluma un feu dans le poêle. Le chalet était chaud, la montagne était silencieuse, le travail était fait. Pour l'instant, c'était suffisant.